bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À mes côtés, j'ai Eric Cara. Eric, comment vas-tu? Très bien, merci Kevin, merci de l'invitation. Un gros plaisir d'être là avec toi. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Merci d'être venu sur mon podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Écoute, avec plaisir, on va essayer de faire ça en résumé. Donc, comme tu l'as dit, Eric, bientôt 47 ans. Pour ceux qui veulent me fêter l'anniversaire, c'est en mai. Je viens, alors à la base, je suis aujourd'hui expatrié au Canada, à Vancouver. Je viens en termes de profession plutôt du métier de la comédie, donc comédien, acteur. J'ai exercé et que j'exerce toujours, mais ça a été vraiment mes débuts. Et puis après, pour certains doivent avoir des auditeurs en commun, me connaissent via le podcast Fréquence MMA, qu'on retrouve surtout sur les plateformes audio et un peu plus, allez, un peu moins plutôt sur YouTube, mais enfin toujours présent. Et à côté de ça, en plus, parce que ça, c'est pas vraiment une profession, c'est plus un hobby, j'ai la casquette de. Putain, j'ai dit la casquette, je dis jamais cette expression-là, mais de préparateur mental pour athlètes de haut niveau, notamment dans le MMA. Ouais, mais on peut le dire, aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, plusieurs cordes à ton arc. Comment ça s'est fait un peu la connexion avec les sports de combat? Est-ce que tu as pratiqué? Et, Euh, euh, et quels sont tes clubs, si tu as des références, des anecdotes à nous partager? Bah écoute, oui, on va démarrer. Le premier truc, ça va être une anecdote, hein, parce que bah, moi, j'ai grandi et j'ai passé une bonne partie de ma vie en France, donc en région parisienne. Et je sais plus si c'est ma mère ou mon père, mais on m'avait inscrit à un club de judo à l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un an parce que j'ai pris un hippon par une fille. Donc, ça m'avait euh, ça m'avait calmé, en fait. La pilule n'était pas très bien passée. Donc, derrière, j'étais plus parti en mode foot, ski. Même si j'habitais en région parisienne, j'ai eu la chance de pouvoir skier régulièrement. Donc, j'ai touché à un plutôt bon niveau et tennis. Et je suis revenu vers les sports de combat qu'à l'âge de 16 ans, via des amis d'enfance qui pratiquaient la savate, boxe française. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, on se dit, ouais, c'est un peu doux, c'est tranquille, tu vois, c'est savate, on est en fuseau, machin. Et en fait, je me suis fait casser la gueule par les copains pendant un an. Donc, ils m'ont bien mis au diapason. En plus, c'est très technique, tu vois, pour les touches, mais ça cogne bien fort. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, finalement, et à prendre des coups et après à apprendre à en donner. Et je suis resté avec eux pendant quasiment 3 ans. Après, j'ai bifurqué sur du kickboxing et j'étais un lecteur assidu de karaté Bushido. Et je me souviens à l'époque, d'avoir lu un article Richard Douyeb, Krav Maga, etc., qui n'est pas du tout la version dont on a aujourd'hui, un petit peu folklorique, qu'on peut avoir de l'extérieur. Mais à l'époque, il y avait, je crois que la première fois que je vais à Paris, dans le quartier Montorgueil, et puis après c'était au Théâtre Trévise, mais il y avait 20-30 personnes, pas plus, quoi, tu vois, en France, qui pratiquaient ça, sous l'égide de Richard Douyeb lui-même. Et je me suis inscrit, et j'ai passé des super années parce qu'en parallèle d'autres sports de combat comme le kick, etc., on venait tous de sports de combat. Tu n'avais pas quelqu'un qui ne savait pas donner un coup de poing ou un coup de pied, tu vois, c'était vraiment compétitif en termes de niveau. On a fait de la nuit des arts martiaux et tout pour France Télévisions, toi, ce genre de truc là, c'était assez fun. Et ça se châtaignait vraiment. Moi, j'aimais bien un peu le côté, il y a un peu de tout et il y a un peu de street, tu vois. Donc, mais je n'étais pas du tout allé dans le mode, ouais, j'ai besoin d'apprendre à me défendre, la self-défense, puisque je te dis encore une fois, vraiment, tu retrouvais pas mal de gens de divers arts martiaux, mais vraiment divers, et c'était très fun. Et puis après, j'ai fait du pancras à Montreuil, et je suis après parti en expat à Vancouver, où je me suis mis dans un club de MMA. Et malheureusement, on en avait parlé un petit peu en off, mais je t'avais dit, bon, bah, moi, c'est vrai que je me suis pas mal blessé dans ma vie. Alors, j'ai jamais voulu faire une carrière professionnelle dans les sports de combat, hein. Tu sais, la fameuse truc du footballeur, je me suis fait les croisés, ça m'a empêché d'avoir une carrière. C'est pas du tout mon truc. Mais c'est vrai que il y a des années où j'ai passé plus de temps blessé ou en rééducation que pouvoir m'entraîner. Et notamment quand je suis arrivé à Vancouver, un des premiers entraînements, un jeune instructeur m'avait pété sur une clé où j'avais tapé, mais il avait continué la clé, il m'avait pété la capsule du coude, tu vois. Donc
derrière ça, j'avais eu un grave accident de ski. J'ai fait une chute de 30 mètres. Pour ceux qui aiment le ski, ils comprendront la gueule de la chute. Mais ça a toujours fait partie de moi. Et après, bah, c'est pas toujours compatible aussi avec le métier de quand tu es sur scène et des choses comme ça, parce que bah, avoir la gueule fracassée ou avoir des blessures, c'est un peu chiant pour le boulot. Donc, du coup, j'ai un peu levé le pied sur des entraînements, enfin sparring intensifs. Et puis beaucoup aussi entraîné avec la maison, où j'ai eu la chance d'avoir une petite structure, tu vois, tapis, sac de frappe, tous ces trucs-là. Mais avant tout, c'est une grosse passion pour moi, vraiment, euh, qui est là depuis et qui, pour le MMA, c'est vraiment en plus surdéveloppé à partir de 94 avec bah, le premier UFC, c'est fin 93, mais moi, ma VHS, je crois que je la vois en 94. Et là, derrière, ça a été collection de VHS. Euh, pour la petite anecdote, je tenais une baraque à frites dans le Val d'Oise, à Liadan, tous les étés. Donc, tu vois, je vends des frites, des sandwichs et tout ça. Et ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais j'avais une petite télé avec un magnétoscope et je diffusais de l'UFC. Tu vois, dès 94, dès l'été 94, tu vois, Patrick Smith qui éclate la gueule de Scott Morris par coup de coude, ce genre de trucs-là. Je mettais des pauses quand il y avait des enfants trop jeunes, quand même. Mais voilà, ça a été. Et après, j'ai pu développer ça encore plus en partant à l'étranger parce que tu avais des sport bars et la culture d'aller voir des UFC déjà à une heure descente en direct, etc. C'était autre chose, quoi. Voilà. En, en Donc te voilà un dé- peu mon rapport avec ouais, les sports. en te déportant justement au Canada, t'as pu remarquer comme quoi on était un peu en retard sur le sport en France. Bah, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est-à-dire que à l'époque, et les plus anciens t'en parleront quand tu discutes avec eux, c'est que tu disais MMA, tu avais la fameuse blague de l'assurance. Bon, bah, ça, je te la refais pas, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, il y avait l'image de trucs extrêmement sauvages, parce que les peu d'images qu'il y avait, c'était vraiment les chaos brutaux avec des arrêts de l'arbitre 3 heures après, tu vois, des choses. Il y avait pas tu pouvais donner des coups de tête, tu sais, avant que ça commence à se réglementer. Donc, les premières images qui sont restées pendant très longtemps chez les gens, c'était ça. Même ma mère, quand je disais je fais ça comme sport, elle était, mais tu fais quoi? C'est n'importe quoi et tout ça. Il y a que mon père que ça faisait marrer. Mais, mais quand je suis parti à l'étranger, en effet, bah, là-bas, c'était déjà légalisé depuis longtemps. La France, je te rappelle que c'était il y a juste 3 ans. Donc là-bas, tu vas au sport bar, tu te commandes ton burger, tu as l'écran géant et puis tu as tout le monde et tu discutes avec des gens qui connaissent le sport et qui suivent. Tu es un peu moins sur une niche. Donc, euh, donc tu partages avec ton voisin où tu es assis au bar, tel fighter, tel prono, tel truc. Et puis, non, c'est un monde complètement différent qui est encore différent aujourd'hui, hein, même si en France, ça s'est vraiment beaucoup développé. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Mais bon, t'as pas des sport bars avec des événements en direct, tu vois, des gros trucs comme thème à partager avec les potes ou voilà. Et puis tu peux aller plus facilement voir des UFC, des choses comme ça. Parce qu'ici, je suis vraiment à la frontière américaine. Donc oui, disons que ça a été un gros cadeau en plus, tu vois, en débarquant ici. Ouais. Et pour continuer sur ton parcours, donc tu parlais de comédie, Ouais. donc tu as été en école de théâtre, enfin, Ouais, 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 ça a comment été. s'est fait la... Ça, c'est toi-même, c'est Ah tes bah, parents? bah, en fait, moi je partais pour faire journaliste sportif, tu vois, donc j'ai suivi un cursus DUG, licence, machin. Et j'avais fait un peu de théâtre amateur plus jeune, parce que Ok. feu mon père était imitateur, quoi, tu vois, donc il était dans le métier du spectacle et tout ça. Et puis j'avais fait une année de théâtre amateur, il avait dû repérer un truc ou quoi. Mais moi, quand j'ai fini ma licence, je voulais faire un journaliste sportif, mais il fallait faire une grosse école, c'était 4 ans derrière. J'étais un peu fatigué, tout ça. Je me suis dit, je vais prendre un an off, quoi, tu vois. Et en fait, mon père m'avait inscrit dans une école de théâtre cinéma professionnel, donc à Paris. Et il m'a dit, non, tu vas pas rien faire quand même. Donc j'y suis allé et j'ai eu un déclic le premier jour. J'ai dit, c'est ma vie, elle est là en fait. Elle n'est pas, non, même si j'adore le sport et tout ça, ma vie est là-dedans. Et j'en ai jamais décroché encore aujourd'hui. Alors bien entendu, hein, je m'appelle pas Johnny Depp, ni Brad Pitt, ni Vincent Cassel, hein, mais bon, c'est mon boulot. Ça a été, j'ai fait 3 ans d'études, voilà, professionnelles là-dedans. Et puis après, je vais pas te faire, on n'est pas dans une émission de MMA, mais voilà, après on a monté une troupe de théâtre, j'ai fait du one-man show, j'ai fait des choses comme ça, voilà. Un peu plus de cinéma après, des cours, des machins, voilà. De la production de ciné, j'écris aussi, enfin voilà.
C'est vraiment mon métier numéro un, c'est celui-là. Ouais. Ok, super intéressant. Et la transition justement avec la préparation mentale, parce que moi, c'est là que je t'ai connu. Enfin, je t'ai connu sur ton podcast Fréquence MMA pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, tu as monté ce podcast en 2016. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire du coup de ce podcast, les débuts, le pourquoi du comment. Ouais, bah écoute, c'est arrivé comme beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que quand j'étais expat, moi je suis un gros auditeur de l'after-foot depuis, je crois, la première ou la deuxième émission, quoi. Ça m'accompagnait tous les jours, donc podcast, podcast, podcast. Et derrière, Joe Rogan aussi en podcast. Donc j'avais déjà cette culture de télécharger tes trucs, de les écouter en différé, etc. C'était vraiment quelque chose qui me motivait, enfin qui j'aimais bien, tu vois, quand tu vas faire le sport et tu as ça dans les oreilles ou tu fais de la route ou des choses comme ça. Et puis, bah, comme je regardais beaucoup d'événements, c'était vraiment une grosse passion pour moi. À un moment, je me suis dit, j'ai dû revenir en France pour des raisons personnelles plusieurs années. Et je me suis dit, bah, j'aimerais peut-être lancer un podcast, quoi, tu vois, un peu à la manière de Joe Rogan. Mais dans l'idée aussi, au début, c'était pas que de parler de MMA. Je voulais aussi parler. Mon rêve, plus jeune, avait été d'avoir une radio libre la nuit, tu vois. Pas en mode Skyrock de l'époque, que tu as parlé toute la nuit avec des auditeurs, de tout, tu vois. Donc, c'était vraiment un rêve à l'époque. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être sortir un truc, un podcast. Je sais qu'à l'époque, bah, le seul truc que j'avais vu, c'était Octogone, qui était en France, qui sont vraiment les pionniers, qui sont toujours là. Et, euh, et à un moment, bah, je me suis dit, peut-être pas tout seul. Et mon pote Adrien, que tout le monde, que ceux qui suivent la fréquence RA connaissent bien, Minus, on parlait souvent. Alors lui, il n'a jamais pratiqué. Il s'était remis à revoir des événements et on aimait bien en discuter après, tu vois. Donc il avait son point de vue un peu newbie, mec qui commence à resuivre un peu le sport. Et je lui dis un jour dans le métro, je lui dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Pourquoi tu n'animerais pas le podcast avec moi? Et il me dit, mais tu veux que je parle de quoi? Bah, je lui dis, bah, justement, des conversations qu'on a, puisque je pense que ton point de vue, en France, à l'heure actuelle, est un point de vue partagé par pas mal de personnes. Et sans me qualifier d'expert plus que ça, mais de quelqu'un qui connaît plus avec quelqu'un qui connaît un peu moins, on peut, on peut faire quelque chose de sympa. Et il m'a dit banco, et on a ouvert d'abord les réseaux sociaux, Twitter, machin, en juillet 2016, et puis septembre 2016, première émission est sortie avec Adrien, et qui finalement, un des trucs dont je suis assez fier, c'est que aujourd'hui, c'est quasiment la même chose en fait, les mêmes rubriques que s'il y a 7 ans. Tu vois, du point cocorico, des jingles, parce que c'est une marque de fabrique de Fréquence MA de faire des jingles maison pour les rubriques. Et puis un ton calé où on essaye d'être sérieux sur des sujets, apporter un petit peu de sujets aussi annexes comme, tu vois, les payes des fighters UFC, des choses comme ça. Et puis de la déconnade ou de l'or cage, comme avec le monde de Bruce. Donc c'est une aventure avec Adrien qui a duré, il vient toujours de temps en temps, mais vraiment elle a duré pendant un peu plus de 4 ans, où toutes les podcasts on les a fait ensemble. Et puis, euh, et puis après, bah, lui, la vie professionnelle, et puis le fait que ça soit pas sa passion numéro une, quand tu as trop bouffé de MMA, à un moment, tu te dis, bon, je viendrai faire un petit coucou de temps en temps. Mais voilà, on a démarré le truc ensemble, c'est une super aventure. Et après, je sais que, je laisserai la parole après, tu sais que je parle beaucoup, mais pour vraiment t'expliquer d'où, on me demande toujours, est-ce que tu as des regrets justement que ça soit pas plus connu ou quoi que ce soit, puisque quand même, ça fait 7 ans que ça dure. Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire oui, parce que des fois, tu bosses beaucoup sur un podcast et tu n'as pas assez de vues, etc. Et tu te dis, voilà. Après, bon, de l'autre, on n'a pas été sur YouTube tout de suite. Je sais que vous, toute votre génération, maintenant, c'est direct sur YouTube. Nous, on n'a vraiment pas fait ce virage-là. Et je pense que c'était une erreur. Et puis après, le format, d'avoir des trucs qui font 3h30, 4h30, 5 heures pour le plus long, ça aide pas forcément, quoi, tu vois, pour l'écoute. Mais ça m'a fait gagner une communauté que j'embrasse. J'en profite de le faire sur ton émission, que j'adore. J'appelle ça le petit village gaulois. On n'est pas une tonne, mais c'est vraiment une communauté très particulière qui m'envoie. Je reçois des messages toutes les semaines et finalement, je continue aujourd'hui sans ambition future. Ça s'arrêtera certainement à un moment, mais grâce à eux. Voilà. C'est vraiment eux qui me font tenir et continuer le podcast.
Voilà Eh pour. ben, pour l'histoire de Fréquence MMA, bah, en tout cas, je vais donner mon avis sur ton podcast. Moi, ça fait partie des podcasts qui m'ont motivé à créer mon média aujourd'hui, à faire ce que je fais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi et de te recevoir. Et j'invite vraiment tous les gens qui ne connaissent pas bah, ton média à aller le regarder, à aller l'écouter. Parce que voilà, avant tout, comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de travail. En off, tu m'as dit que tu écrivais donc toutes tes analyses. Enfin, c'est pour vous dire vraiment, c'est dans le détail. Moi, ce que j'aimais, et je pense que beaucoup de gens retrouveront ce ressenti, c'est qu'il y avait un côté un peu humour et ce côté vraiment sérieux et d'arriver à assembler les deux, ben, ça fait du bien parce que bon, ben, c'est bien d'être sérieux, mais il faut savoir rigoler un peu. Donc les jingles, l'intro aussi, l'intro elle est légendaire, hein. C'est franchement, je le dis pas parce que tu es là, mais c'est la GOAT des intros d'un podcast, quoi. Voilà, donc je vais pas te demander de nous la dire, mais allez l'écouter vraiment. Voilà, donc il y a le format radio, vous l'aurez compris au nom Fréquence MMA, donc d'où l'intérêt. Voilà, et très très sympa, vraiment. Enfin, moi je suis un auditeur, donc je fais partie de ces petits Gaulois. Et c'est vrai que sur YouTube, ça fait plaisir de te retrouver. Tu fais beaucoup de live, voilà, où tu échanges, où tu réponds aussi, tu es proche de ta communauté. Et donc voilà, donc c'est important de le souligner. C'est un travail que tu fais qui est différent. Ça aussi, c'est important. Tu as ta propre identité. Aujourd'hui, on est beaucoup à faire des podcasts, à parler analyse, prono. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, vraiment, tu as ton identité, tu as ton avis sur les combats. Et vraiment, j'invite les gens à aller l'écouter. Ça vous permet un peu de diversifier ce qui se fait beaucoup dans le milieu média du MMA. Et on va faire la transition avec donc la préparation mentale. Ouais. Voilà, moi, je voulais vraiment mettre l'emphase sur ça. Aujourd'hui, on peut te voir aux côtés de nombreux athlètes du MMA français. Mhm. J'aimerais que tu nous parles de comment ça s'est fait, justement, ton Ouais. parcours, tes études, ta formation. Euh, Puis explique-nous après- comment tu en es venu, justement, de comédien à créer un podcast et ensuite, ben, j'ai envie de dire, avoir un métier, une casquette dans ce sport. Ouais. Bah écoute, ouais, alors, ouais, tu vas pas être déçu hein, parce que là, pour le coup, en termes d'anecdotes, il y en a une bonne à ce sujet-là. C'est le Fréquence MMA, quelque part, pourquoi aussi j'ai pas de, au-delà de la communauté qui est comme une petite famille pour moi, et de l'aventure que j'ai partagée avec Adrien, c'est grâce à Fréquence MMA, quelque part, que j'ai pu bifurquer vers la préparation mentale. Parce que c'est comme ça que finalement, au début, j'ai eu, bon, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui, mais pour certaines raisons, on parlera tout à l'heure, mais j'ai eu beaucoup d'invités au début dans l'émission. J'ai eu le premier, ça a été Damien Lapillus, j'ai eu les frères Lapillus, j'ai eu Fernand Lopez. La première interview de Cyril Gann avant son MMA, c'était chez nous, torse-poil dans le salon, etc., avec Adrien, on s'en souvient encore. Bourama Traoré, Cyril Diabaté, Saladin Parlas est venu. On a fait pas mal de fighters à une époque. Euh, et je me suis lié vraiment d'amitié avec Taylor. Mais vraiment, la vraie amitié. Pas le truc, hey, frérot ou quoi que ce soit. Tu vois, il y avait un truc qui était vraiment en train de se passer. Et un jour, pour son deuxième combat au GMC pour la ceinture plume, il avait déjà gagné la ceinture coq. Donc ça, je parle pour les plus jeunes, pour sa carrière après le premier passage UFC, quand il n'avait pas été reconduit par l'UFC, après ses 4 combats. Derrière, il avait été dans l'organisation en Allemagne, GMC, et il y avait le combat pour la ceinture plume, et il y avait donc Fernand qui était le head coach, et il lui manquait un peu d'homme de coin, et il a décidé de demander à 2 de ses amis, donc Max et moi, de l'accompagner dans le coin. Alors moi, quand il me dit ça, je lui dis, écoute, non, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est trop, trop, trop important. Il me dit, non, mais moi, j'ai besoin d'être bien entouré, je sais où on va pour le combat, Fernand est là, machin, etc. Euh, j'ai juste porté de la glace, quoi. Même ça, tu vois, tu trembles au début, quoi. Tu vois, mais ça a été une super expérience. Maintenant, on n'était pas là pour donner des conseils ou quoi que ce soit. Le combat a été assez rapide, donc il n'y a pas eu de. Tu vois, c'est pas un combat où ça se passe très mal et puis que tu te sens con dans le coin, donc heureusement. Et après ça, il y a eu un combat charnière pour lui contre Lavrentiev en Russie,
qui aurait pu être un combat passerelle pour retourner à l'UFC. Il le perd à la décision. Ça se passe pas bien. Enfin, pas un truc où l'ensemble, pré-combat, combat, ça se passe pas bien. Et on discute ensemble un jour en bas de chez RMC où il me fait part de certains doutes, de sa, pour le futur, etc. Parce qu'il avait pris un coup sur la tête, comme on dit. Et je ne trahis rien, cette histoire, je l'ai déjà racontée. Et je lui dis, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de formation, j'ai rien. Je lui dis, euh, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble? Pas dans le sens quitte la factory ou quoi que ce soit, hein, et pas, je ne deviens pas être coach, mais pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble par rapport à la préparation mentale, l'avant-combat, etc. Et je sors ça comme ça, sans vraiment réfléchir, à l'instinct, comme beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. Je balance ça comme ça et il me dit, OK, banco. Là, il aurait pu me dire, je ne sais pas de quoi tu parles, détends-toi, ou on réfléchit. Mais il me dit, banco. Et derrière, je crois quelques jours après, va tomber un short notice contre Josh Hill, gros adversaire. Josh Hill, pour ceux qui connaissent, au TKO. Donc, il va faire son entrée au TKO. Et on commence une prépa ensemble. Donc, on en réfère bien entendu au head coach et tout ça, qui nous dit, essayez votre tambouille, hein, tu vois, du moment que ça empiète pas sur le reste. Et je pars un truc à base de méditation, de visualisation. J'ouvre aucun bouquin, je lis rien, je regarde aucune vidéo. Je me base sur un parcours de vie que j'ai eu assez riche, dans le sens pas genre multimillionnaire, hein, pas du tout, hein, mais dans le sens, j'ai été à l'étranger, j'ai eu des coups durs, j'ai tout perdu à des moments, je me suis remonté, j'ai été bien entouré. Euh, je suis beaucoup sur l'humain, hein, quand on parlera vraiment de ce que je fais par rapport à ce travail-là. J'ai eu un corps de famille petite mais solide. Et donc, du coup, beaucoup de choses de ma vie et de trucs que j'ai pratiqués pour me remettre en selle, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une tambouille et de mettre ça pour la préparation mentale de son combat. Jusqu'à 2-3 jours de l'événement où je me dis, parce qu'ils n'avaient pas accompagné sur ce combat-là, c'était tout le premier, je suis chez moi et je me dis, putain, peut-être j'ai fait une connerie là, parce que là, on parle quand même d'un professionnel de MMA, même si c'est ta passion ou quoi que ce soit, imagine, tu as retourné la tête, quoi, tu vois, tu sais, tu as un petit moment de doute. Bien Le sûr. combat, le combat se passe très bien, et c'est un combat difficile, et qu'il arrive à retourner dans la deuxième moitié du dernier round, il va le chercher au fond. Et derrière, Taylor me dit, écoute, on se lâche plus. On continuera à bosser ensemble. J'ai adoré ce qu'on a fait. Et en effet, depuis on se lâche. Malgré certaines péripéties externes, nous ne sommes pas lâchés. Et ça a commencé comme ça. Je n'ai aucun diplôme. Je suis totalement autodidacte. À ce jour, j'ai quasiment rien lu, ni regardé de vidéos. Un petit peu, j'ai regardé un moment, peut-être l'année dernière, un peu de vidéos pour voir quand même où j'en étais par rapport à ce que je faisais, par rapport à d'autres. Voilà. Et, et clairement, aujourd'hui, vous êtes une niche à faire, j'ai envie d'appeler ça ce métier, parce que c'est un métier, la préparation mentale. Euh, comment, j'allais dire, comment tu as décidé d'essayer d'en vivre, de remettre ça sur plusieurs athlètes? Comment ça se passe en fait à partir de ce moment-là? Tu dis, bon, aujourd'hui, je laisse tout ce que j'ai fait avant, la comédie, et je me consacre uniquement. En plus, j'imagine que tu es rémunéré quand même quand tu le fais pour Taylor, même s'il y a le côté affectif, tu vois, le côté tu viens en aide à un ami. Ça se passe comment, justement, le fait de justement donner un coup de main et d'en faire ton métier? Alors, au tout début, tu restes en proie quand même au doute. Tu dois être humble par rapport à ce que tu fais parce que tu es partagé entre le fait qu'en effet, c'est un ami. Donc, tu dis quelle est la part d'amitié, la part de travail que je suis en train d'exécuter parce qu'on sait que la base, je vais te dire, la base première de la préparation mentale, c'est l'humain. Moi, encore aujourd'hui, avec plus d'expérience, j'aime tous les athlètes avec qui je bosse. Et il y en a avec qui je refuse de travailler parce que je sens que je ne vais pas pouvoir les aimer, où on n'a pas les mêmes valeurs, ou alors il faudra vraiment allonger beaucoup. Et je ne sais pas si ça va être compatible avec ce que je peux faire. Mais au début, voilà, derrière, on a enchaîné. Tu as eu un combat pour Nathan Maness, ça a été un des meilleurs cons qu'on a fait parce qu'à l'époque,
je pouvais aller à la factory, etc. Donc on pouvait travailler dans des bonnes conditions. Il avait fait une super performance, c'était chouette. Et tu continues à peaufiner un petit peu ton truc, tu rajoutes des choses. Et vraiment, moi, quand je dis le mot tambouille, c'est vraiment ça. C'est même pas péjoratif, ça me convient bien. C'est que je mixe une sorte de recette et que j'adapte de plus en plus. Et au début, bah non, c'est pas, tu te dis, tu switches de vie, quoi. Surtout pas, quoi, parce que alors, je sais ça se développe de plus en plus. Mais moi, à Mhm. cette époque-là, je suis même pas dans les dits de me dire, ça va être mon boulot, quoi. Vraiment, je me dis, bah, c'est peut-être une aventure que je vais faire qu'avec Taylor. Tu vois? Peut-être que ça Ok, va marcher qu'avec lui, mais à côté, bah moi, tu sais, avec Adrien, on a notre boîte de CBD, tu vois, on a machin, on a truc. Je me dis, bah, j'ai la comédie, l'écriture, machin. Je dis, je peux pas compter là-dessus, quoi. Tu vois, je peux pas me dire, on plaque tout et je me jette là-dedans parce que même moi, j'étais en proie de temps en temps à me dire, bon, peut-être que ça marche juste parce que c'était l'or. Et c'est ce qu'on a voulu me faire comprendre certains derrière. On leur fait une grosse bise que ça ne marcherait que parce que c'était Taylor. Et, ouais. et du coup, bah derrière, j'ai fait Damien. En Son fait, frère. le deuxième que j'ai fait, c'est Damien Lapidus, qui, pour la petite anecdote, ferai des discrétions d'anecdotes hein, régulièrement, mais on est tous les trois dans la même chambre à Gatineau c'est le combat, c'est le dernier combat, c'est la carte où c'est le dernier combat de Cyril Gane avant de partir à l'UFC. Donc c'est la dernière défense de ceinture. Et c'est le combat où Taylor va aller combattre l'invaincu Nathan Maness, qui après a signé à l'UFC, mais qui est champion des coqs. Et donc Damien sortait d'une défaite au TKO, mauvaise défaite, il était pour la ceinture, il était moralement pas bien, mais on partageait la. Moi j'étais Taylor, Damien et moi dans la piole, donc on a passé quand même une petite semaine ensemble. Et donc du coup Damien me voyait travailler avec Taylor, avec des trucs des fois, ça en ferait rire certains, peut-être les plus professionnels de la préparation mentale, mais je faisais des berceuses, quoi, tu vois, des méditations de berceuses, quoi, tu vois, vocalement, quoi, tu vois. Et donc, je me souviens, un jour, il y a Damien, il me regardait comme ça, il était dans l'autre lit, il me regardait, qu'est-ce qu'il fait, quoi, tu vois. Et, euh, et bah, en fait, une fois que tout ça, c'est véridique à tout ce que je te raconte. Et une fois qu'on est rentré, il y a eu les victoires, c'est bien passé. Franchement, ça a été à l'époque, c'était une super ambiance, hein. C'est pour ça que quand certains me disent que je crache aujourd'hui sur certaines personnes, non, non, à l'époque, je m'entendais bien avec, hein, j'ai pas de problème. Et bah, Damien, derrière, fait demander via son frère si il va signer un short notice contre Max Koga pour aller descendre en plume. Et en gros, bah, il demande à Taylor, via Taylor, si je peux bosser avec lui. Et, je lui dis, écoute, doit avoir déjà une vraie discussion ensemble. Je, Ça, pour le coup, ça reste secret, tout ce qu'on s'est dit. Et puis, on a fait une petite aventure ensemble euh, qui s'est poursuivie après au RS 1, parce que le RS a vraiment démarré le RS 1 à Dakar, où là, il y avait Taylor et Damien sur la carte. Donc là, c'était chouette parce que je bossais en tandem avec Nicolas Haute. À ce moment-là, Fernand ne pouvait plus coacher puisqu'il bossait au RS, donc il ne pouvait pas être dans le coin. Donc on était vraiment en doublette avec Nicolas Haute sur Damien et Taylor, et c'était une semaine assez incroyable, intense et de partage de boulot avec deux superbes victoires. Donc c'était un très très bon souvenir. Derrière, on en parlera peut-être plus tard, parce que je vais te laisser reprendre la main, mais j'ai eu des soucis avec la salle et le fameux head coach. Et j'ai eu des problèmes pour bosser derrière, forcément. Et du coup, j'ai dû attendre vraiment, je lui fais une dédicace, que Nicolas Hott, super coach, préparateur et tout, Smart euh, Fight, on y passe le voilà, bonjour. Smart Fight, voilà, me mette en contact avec Talia Sombe, euh, une jeune espoir de karaté, avec qui bah, on a gravé des super trucs, hein, parce que depuis, elle est devenue champion du monde et tout ça, donc c'était chouette. Et puis, j'ai bossé avec derrière, je me suis fait contacter pour bosser avec un boxeur avec qui je reboxe, je retravaille aujourd'hui, Jawad Belmedi. Et en juin dernier, de l'année dernière, donc Morgan Charia. Ok. Il Morgan n'y a pas Charia, une Nassourdine Imavov aussi? Non? non, Non? jamais. Non, Ok. Nassourdine, très, très gentil garçon que j'ai pu côtoyer justement bah, pendant cette Fight Week au Ares toute la semaine, et je le voyais avant à la Factory, etc. J'ai eu des contacts
pour éventuellement travailler avec certains, mais je n'ai pas pu avoir de suite Ça pour s'est pas diverses fait. raisons. Ok. Ok. Pour diverses raisons, ça n'était pas été possible. Mais, en gros, voilà, tu vois, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça se développe de mieux en mieux. Mais dans un premier temps, j'ai vraiment eu Taylor, Damien, et puis après, Damien a été invité à me quitter. Et après, ben, j'avais plus que Taylor en sous-marin, tu vois. Donc, du coup, c'était pas évident pour moi. Je pouvais pas me dire, je plaque tout pour ça, quoi. Parce qu'en plus, quand tu as un peu une réputation de genre, bah, on peut te tirer sur le fait que tu n'aies pas de diplôme, sur Ouais, c'est ce que autodidacte. j'allais dire. Et donc, c'est facile de faire dire que tu es charlatan, etc. Tu vois, ça, Bien sûr. Mais du coup, ça a été un talent, ça a été inné en toi, en fait, ça. Et je voudrais, si tu devais expliquer, c'est quoi la préparation mentale à quelqu'un qui n'y connaît rien, en quelques mots, comment tu le décrirais? On va dire que pour la plupart des gens, c'est de mettre un athlète au meilleur de sa forme mentale. Et si mentale, ça aidera aussi sur le physique, le jour J, le jour de la performance. Si tu Et, dois le ouais. symboliser en une phrase. Et pour toi, tous les combattants doivent avoir un préparateur mental dans leur coin, dans leur préparation, selon Euh, toi, hein. Après, ouais, selon moi, je pense en fait, sur le long terme, c'est important. Je pense vraiment que c'est important. Alors, on qualifie souvent l'appel à un préparateur mental en cas de difficulté, tu vois. moi, Tu as justement, perdu, c'était ma question. Est-ce que c'est que en cas de défaite, quoi? bah, c'est le préjugé qu'on va avoir, quoi. Tu vois, tu as un problème. Et puis moi, souvent, tu vois, la première fois que j'ai fait Jawad Benmedi en boxe, c'est une mission commando. On a fait appel à moi parce qu'il ne voulait pas reboxer. Il avait un combat qui arrivait en 3 4 semaines. Comment on aide à le remettre sur pied, tu vois, parce que ça s'enclenchait plus. Donc là, tu vas faire une mission commando. Donc oui, généralement, en plus, je vais te dire, bah oui, Taylor, j'ai pas démarré au moment où Taylor il se sentait bien. Damien, il était sur une défaite. Euh, quand j'ai commencé avec la karatéka, elle avait eu des résultats avant, mais elle pêchait sur certaines phases. Et bah, Morgan, tout le monde connaît son parcours, c'est-à-dire qu'il sortait de deux rouges et la blessure, et il remet toute sa structure en place, et il a voulu faire appel à ce corps de métier supplémentaire. Voilà. Donc, et j'ai été recommandé par aussi quelqu'un au moment où ils faisaient leurs recherches. Euh, En fait, non, tu dois faire appel à un préparateur mental quand ça va bien aussi, parce que tu vas aller chercher en fait l'idée de coller un bon ciment pour être sûr que tu tombes jamais. Tu vois, tu es à un niveau, si tu veux, une échelle sur 10, quoi, tu vois, que tu tombes jamais en dessous de 5, tu vois, quoi qu'il arrive. Et que ton préparateur t'aide justement. Alors, je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce que je ne connais pas les méthodes des autres, etc. Moi, grâce au MMA et à ce que je connais du sport et à ce que j'essaie toujours d'apprendre du sport, je mets beaucoup plus de choses dans mon travail de préparation mentale que juste de la motivation. Et essaye de visualiser, tu le mets KO. Tu vois, on essaye d'aller beaucoup plus profond que ça. Donc, du coup, en fonction de la latitude qu'on me laisse avec un athlète, par exemple, je vais pouvoir travailler aussi sur du game plan ou sur des points faibles adverses et travailler vraiment sur les points forts de l'athlète, comment développer encore plus un coup, comment rendre un coup encore plus fort, comment améliorer même en préparation physique. Tu peux en fait te greffer à, à tous les autres spots que tu vois. Tu te dirais pas, un athlète te dira jamais, ouais, je vais arrêter la prépa physique pendant 3 mois, quoi, tu vois. Non, il va pas faire ça. Alors que bon, bah, mentalement, on se dirait, bon, bah, ouais, je vais le faire une semaine et puis ça va. Alors tu devrais travailler continuellement parce qu'on le sait à très haut niveau, et je pense que c'est même valable dans tous les corps de métier. La tête tient beaucoup de choses. Tu peux être préparé comme tu veux. Si tu arrives le jour du combat et que je sais pas, tu as un problème personnel, tu as un truc qui va pas ou quoi que ce soit, tu as des fortes chances de te chier quand même dans la cage, quoi, tu vois. Il y a des fortes chances que ça puisse mal se passer ou que tu te dérègles à un moment. Donc, c'est pour moi un corps de métier encore méconnu, encore trop mis sur le côté ouais, il n'est pas bien, donc il a besoin d'aide, etc. Alors que non, quand tu es bien, eh ben justement, il faut consolider ce bien et essayer d'aller atteindre un niveau supérieur et croire éventuellement que l'impossible peut devenir demain ta réalité.
Maintenant, ce que je demande à tout le monde, c'est vraiment à chaque fois qu'on travaille avec le maximum d'honnêteté possible. Qu'on soit qu'un athlète, c'est pour ça que généralement, on fait une grosse réunion de 2 heures ensemble où on se parle, on se dit les choses. Et moi, je dis ouvertement tout ce que je pense. Parce qu'avant de faire un call, par exemple, même avec Morgan, ben, je vais tout revoir et je vais avoir mes questions, même si j'avais déjà un avis. Et quitte à ce que ça heurte la personne en face, ben, vaut mieux pas travailler ensemble. Mais par contre, si on est d'accord, on sait qu'on va partir sur des bonnes bases. Et que à partir du moment où le mec il est honnête avec lui et que je suis honnête avec lui-même, que c'est pas juste un numéro de plus que faut que je fasse du chiffre, faut que je fasse un nombre d'athlètes, machin. Non, moi je sais que passer un certain nombre d'athlètes, je pourrais pas. Tout seul, je pourrais pas le faire. Donc pour répondre à ta question, c'est quelque chose, oui, qui va se développer, je pense, de plus en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de formations et de choses comme ça. Et je sais que attends-toi aussi à voir, alors je presse même pas pour ma paroisse, on m'a suffisamment démonté la gueule par rapport à ce que je fais, mais avoir un maximum pour le coup de vrais charlatans, de gens qui sont, parce que tu peux pas, par exemple, faire un mec de MMA comme tu vas faire un pongiste, tu vois, tu peux pas le faire la Mhm. même chose. Tu es obligé de connaître un minimum le sport ou essayer de t'intéresser au sport, parce que moi j'appelle ça toujours aller au-delà de la préparation mentale en anglais, tu vois, beyond mental, que tu vas d'aller un peu plus loin. Euh, Surtout par rapport au MMA. Il y a des sports que je connais moins, tu vois, je bosse avec un escrimeur, et je vais pas lui dire comment mettre les touches, hein, tu vois. Je connais un petit peu moins. J'essaye d'apprendre un peu, mais c'est différent encore. Mais ouais. Et est-ce que, par exemple, là récemment, on a eu le combat revanche Leon Edward Kamaru Usman. Est-ce que tu penses que là, quand il y a un combat revanche comme ça, la prépa mentale, elle est, euh, elle est primordiale? Tu vois, je pense aussi à Adesanya qui va affronter Pereira. Tu vois, Euh, c'est des. Là, on peut dire que la prépa mentale, elle est aussi importante que la prépa physique dans ces combats. Alors, j'ai envie de te dire, Je parle de combat revanche, hein, je parle ouais, de pas. combat revanche. Pour moi, vraiment, hein, j'insiste, elle est importante dans tous les combats. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à mesurer, et je parle même pas de mon travail, mais avec quelqu'un d'autre, on n'arrive pas à mesurer ce que tu peux rajouter. Parce que tout le monde, on a vraiment des préjugés, des trucs très arrêtés, préparation mentale. Ouais, vas-y, t'es le meilleur, ouais, c'est bon, ok, ça va. J'ai fait. Ou tiens, je te fais un ancrage hypnose 2 jours avant. Ouais, t'es bon, t'es prêt, ok, ça va. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est du travail à long terme. Sauf si tu fais une mission. Mais si, moi, j'aime bien travailler avec les athlètes sur le long terme. Et c'est pas, c'est quelque chose que tu mets en place et tu serais surpris de voir tout ce que tu peux développer en fait avec la personne, même en travail d'imagerie mentale, de visualisation. Tu vois, la visualisation, on va toujours dire, ah ouais, imagine, t'es là. Mais si tu imagines juste, tu as des chances de créer le jour du combat un imaginaire qui ne se rapprochera pas vraiment de la réalité du combat. Et c'est pour ça que tu dois travailler tous tes sens dans une imagerie mentale. C'est-à-dire l'odeur, le toucher, l'ouïe, le goût, même le goût, tu essayes d'aller au plus loin de ce qui peut. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec des choses très très simples au début en imagerie mentale et derrière d'essayer de les développer par rapport à un adversaire. Si tu connais le sport, c'est tant mieux parce que tu vas pouvoir dire à ton combattant, tiens, quand il t'envoie tel coup ou machin ou ceci, cela, on se met dans telle position, on essaye de répondre à toutes les questions possibles qui vont être présentes le jour dans la cage, de manière à rendre le fighter le plus possible, potentiellement le plus serein possible, et qu'il puisse se dire j'ai des réponses à un maximum de choses. Donc du coup, j'enlève ça de ma tête. C'est comme, et quand je te disais par exemple par rapport au physique, si le mec il sait qu'il a 3 fois 5 dans les pattes, comme un malade, mentalement, il nous aide. Parce que mentalement, il se dit le cardio, c'est bon, je l'ai. Tu vois. Donc mentalement, ce n'est pas une question qui va se poser au cours du combat. Maintenant, pour les combats dont tu as cité, ah si oui, la Ousmane, c'est. Enfin, Ousmane, déjà, je pense que c'est toujours dangereux de prendre de tels rematchs, surtout après un tel chaos. Jurisprudence Johanna Jurjecic face à Namajunas, terrible erreur. Et surtout, attention à la communication. La communication d'Ousmane derrière, ça a été quoi? Ça a été j'ai dominé, oui, il était en passe de gagner le combat, pas de problème. Et il y a un petit coup de chatoun qui est tombé, quoi. Tu vois, il a fait un bon coup, il a bien senti le truc, mais en gros, voilà, quoi. Tu vois, petit bonheur, la chance, c'est tombé à la fin du combat. Bah non, c'est faux. Si tu commences à t'imaginer là-dessus, donc tu vas rester sur le fait que Leon Edwards, il a eu son petit coup de chance. Et que finalement, tout ce que tu as mis en place avant, quoi qu'il arrive, si tu le reproduis, tu vas le battre parce que t'es ci, t'es ça.
et on n'enlève rien de la carrière extraordinaire qu'a fait Cameron Ousmane. Mais tu vas finalement, tu sais, comme les mecs qui ont dit, ouais, j'ai pas perdu. Ouais, mais c'est un machin. Non, c'est pas vraiment une défaite. Si, c'est une défaite. Et travaille et digère cette défaite-là, vraiment. Passons à autre chose et préparons le combat qui arrive. Et parce que, mine de rien, tu peux pas enlever de la tête le mec, il a pris un KO. Il l'a toujours dans un coin de sa tête. D'ailleurs, ça, l'approche de ses takedowns, l'approche de son striking, il est extrêmement hésitant. Tu peux pas enlever si c'est pas bien travaillé en amont, tu peux pas enlever ça de ta tête. Et je vais te donner un exemple précis. Il y a quelques semaines, quand j'étais en France, j'étais dans le coin, j'étais avec Jawad Belmadi, le boxeur, avec qui j'ai travaillé sur une mission commando. Derrière, on avait commencé à travailler. C'était un petit peu trop pour lui à ce moment-là. Il avait préféré faire un break. Il a fait 2 combats, une victoire, et il a pris un terrible KO en moins d'1 minute, je crois. C'était pour un combat international qui aurait pu lui ouvrir les portes d'une autre carrière encore. Il a fait appel à moi pour retravailler en janvier. Et là, bah, finalement, tu bosses avec un gars qui a pris un KO terrible, tu vois, il y a quelques mois, et qui c'était sa première défaite de carrière et son premier KO. Et tu dois travailler là-dessus pour l'appréhension, parce que c'est toujours au fond de lui. Bon, il a réussi à nettoyer ça et c'est lui qui a collé un KO en 39 secondes la dernière fois. Mais tu ne peux pas empêcher que c'est au fond de l'athlète. Donc moi, si tu me demandes par rapport à Adesanya, oui, j'espère qu'il y a... Après, tu n'as pas besoin forcément d'avoir purement un préparateur mental si certains coachs ont aussi cette faculté de pouvoir bien discuter avec l'athlète, et certains athlètes en ont peut-être plus besoin que d'autres aussi, bien entendu. Mais certains athlètes qui te disent j'en ai pas besoin et montrent certaines performances ne se doutent pas qu'avec un appui supplémentaire dans cette préparation-là, performerait certainement sur un degré encore plus haut. C'est évident. C'est évident. Maintenant, en effet, il y a plein de mecs qui font une carrière sans, mais je pense que je pense que c'est à essayer. Peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Tu vois, moi, en tout cas, j'ai une méthode qui ne peut pas convenir à tout le monde définitivement. Mais je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. Tu sais, la préparation mentale, des fois, tu vas faire des exercices, mais des fois, tu vas juste discuter avec ton gars pendant 1 heure. Et là, à l'heure actuelle, si on est combattant, amateur, professionnel, on peut te contacter, ça se fait à distance, faut habiter forcément pas loin de chez toi. Comment ça se passe J'ai pour... j'ai aucun athlète qui habite à côté de chez moi, ils sont tous à 10 000 bornes. Si, j'ai juste les screamers qui est pas loin. Voilà, c'est Ok, tout. ouais, mais je veux dire, voilà, quelqu'un qui est en France aujourd'hui peut te contacter et éventuellement faire un plan de préparation mentale en vue de ses objectifs. J'ai un combattant amateur, et après, le reste, c'est que des professionnels, donc une karaté, un boxe, 2 MMA, un escrime. Et je te dis, le but, c'est pas, de toute façon, je pourrais pas à un moment donner du temps parce que c'est vraiment une question. C'est con à dire, hein, je vais enfoncer une vieille porte ouverte ou un truc comme ça, mais je te jure, c'est de l'amour. C'est vraiment, ça part déjà de ça. Non, bien sûr. J'aime trop les gens avec qui je travaille. Vraiment, je veux qu'ils performent et je veux qu'ils soient heureux et je veux qu'ils accomplissent en plus de leur sport. Je veux que ça accompagne leur vie. Si je peux apporter ça un peu un petit supplément derrière avec eux, et ils m'apportent beaucoup eux aussi de leur côté. C'est un véritable échange. Et je sais que ça peut faire, tu vois, un peu fleur bleue, ouais. Mais je t'assure que bah, une préparation mentale, je vais te dire, un mec peut arriver sans diplôme et juste le fighter, il est bien entouré dans sa fight week. Il a des gens qui l'aiment, il est bien soutenu. Bah ouais, et s'il arrive jour J, il sent qu'il est fort autour de lui, il a fait une bonne prépa, bah c'est une préparation mentale sur le coup, tu vois. Après, bien entendu, tu vas, avec ce que tu peux amener, certains exercices, tu vois, moi je m'appuie aussi sur une méthode Wim Hof dans la respiration et l'apnée, les douches froides, des choses comme ça, qu'après je rebascule un petit peu à ma sauce. Mais ne serait-ce que le mental, ça peut, sans exercice déjà, c'est important. Il n'y a pas de, tu vois, j'ai rien inventé là-dessus. Même toi, je pense que dans ton premier métier, si tu vas bosser, tu te réveilles, tu as la patate, tu as eu une bonne nouvelle, ou tu as eu une bonne nuit coquine, ce que tu veux, n'importe quoi, tu vas mieux bosser. C'est évident. C'est vrai. C'est évident. C'est pour tout le monde pareil. Pour un combattant, pour un sportif, C'est c'est la pareil, même ouais. chose. Et moi, il y a un truc que j'essaye de chasser un maximum, c'est les émotions le jour J. Que d'arriver, de faire en sorte que l'athlète soit en mode ni trop haut dans les émotions positives, ni trop basse, c'est-à-dire neutre pour avoir un champ de vision complètement lucide
sur les armes qu'il va devoir développer le jour du combat et tout ce Et, qu'il et- a travaillé. et c'est un travail qui est vraiment pas évident, je tiens à le souligner, parce que ben voilà, hein, on est tous des humains, on est remplis d'émotions, on a tous des problèmes, voilà, que ce soit affectif ou autre, financier, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, donc je tenais à saluer le boulot que tu fais. Et puis, ben, écoute, il me semble on a fait le tour sur cette partie de la préparation mentale. Et j'aimerais passer dans la dernière partie de l'interview, celle que beaucoup de gens sont sûrement, si vous êtes encore là, vous n'allez pas être resté pour rien. On va être en transition sans langue de bois. Tu l'as dit, tu Ok. as eu des difficultés à aller exercer justement ce métier auprès de tes athlètes concernant un club, le MMA Factory, des problèmes avec Fernand Lopez. Est-ce que Ouais, tu peux nous en parler? Parce que bah, faut le dire je- clairement, c'est le climat. Je voulais aussi te demander, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA pour parler en plus global, vu que tu fais partie des premiers à être là, à avoir vu le MMA s'installer en France, à voir les médias s'installer. Tu fais partie de ceux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça dans sa globalité? Je alors, t'en mets. on démarre par quoi? Parce que tu m'en as mis deux dans une. Donc, Ouais. Commence par toi, voilà, les petits soucis que tu as pu rencontrer justement dans cette passion qui t'a été innée et que tu as voulu aider pour faire avancer le MMA et les bah, athlètes. écoute, moi, j'ai jamais rien caché. Donc, je t'ai déjà dit avant, il n'y aura pas de langue de Ouais. bois. Et puis, je me suis pas réveillé aujourd'hui puisque, bah, je te dis, c'est pour ça que c'est cool d'avoir une communauté forte parce que quand on dit que je me réveille aujourd'hui quand je parle d'un tel ou d'un tel, eux, ils back up en disant non, non, ça fait des années quand même. Donc, du coup, et puis il y a des traces. Je me suis jamais caché des problèmes que j'avais, puisqu'au début, c'était très bien. Au début, oui, quand j'ai travaillé, je n'ai jamais travaillé sous Giron Factory, hein, attention, j'allais là-bas puisque Taylor était là-bas ou Damien était là-bas. Donc, ça a été une période environ d'un an, quoi, tu vois, où quand j'étais en France plusieurs mois, bah, je venais souvent à la préparation d'un combat, voir les sparring, des choses comme ça. Et puis, franchement, je m'entendais plutôt bien. Je dis, Fernand est venu dans l'émission. J'avais à l'époque aucun problème particulier, si tu veux. J'avais pas de soucis particuliers. Il s'avère que j'ai perturbé apparemment un écosystème et que j'étais plus le bienvenu. Voilà. Donc on m'a dit, voilà, du jour au lendemain, de facto, tu viens plus. Et puis c'est comme ça. Donc très bien. En soi, c'est pas ma salle, c'est pas machin. Donc tu dois respecter là-dessus. Et à l'époque, en plus, j'en ai pas fait des caisses là-dessus. La seule chose qui m'a embêté, c'est en effet d'être dénigré dans mon travail. C'était facile de me tirer dessus par rapport à ce que je fais et des choses comme ça. Donc ça m'a un petit peu embêté. Ça a été compliqué pour moi de remonter la pente et en effet d'avoir d'autres athlètes derrière. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais ça a été compliqué dans un premier temps. Mais en gros, oui, j'ai pas de rapport, j'ai plus de rapport du tout. Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai que ça bouge un petit peu en ce moment, contre eux, etc. Moi, ça me fait doucement rigoler puisque je suis banni des réseaux sociaux depuis fin 2019. Donc, ça fait quand même un petit moment. Donc, de Fréquence MMA est complètement banni des réseaux sociaux de la Factory ou de Fernand Lopez, etc. Donc, je n'ai plus de rapport. Les rapports sont pas bons. Et je l'ai déjà dit ouvertement. On m'a souvent traité de rageux par rapport à tout ça, en mode, si je voulais vraiment faire du buzz et du clic, je t'aurais fait des émissions avec un titre complet, en mode, je vais tout déballer, je vais machin, et je ne l'ai jamais fait. À chaque fois, par contre, sur mes lives, quand c'était des lives libre antenne où je réponds à toutes les questions quasiment, on me posait, je répondais. Après, des fois, ça était un peu répétitif, mais je n'avais pas de problème de dire ce que je pensais là-dessus, et j'ai toujours offert un droit de réponse aux gens. Donc, en l'occurrence, M. Lopez a toujours eu un droit de réponse par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, quand tu as un droit de réponse, il faut pouvoir devant moi et me dire que je mens. Je pense que j'aurais plus de facilité à dire l'inverse. Voilà. Aujourd'hui, chacun fait sa route. On n'est même pas à comparer. Le mec, il a des années-lumière, etc. Je ne l'aime pas. Voilà. Il ne m'aime pas. Je n'aime pas une grande partie de son travail. Je pense qu'il a la même chose à mon égard. Mais après, j'ai toujours reconnu ce qu'il a fait à une certaine époque.
rien. J'ai toujours reconnu que l'ARES était plutôt une belle production, une belle organisation. Moi, j'ai jamais eu d'accred, hein, tu vois. J'ai toujours reconnu ça sans problème. J'ai pas de problème à dire les choses qui sont bonnes. Et oui, forcément, quand ça va pas, bah, je le dis un petit peu. Et je me suis très vite fait taper sur les doigts, justement, au moment où, tu vois, des exemples avec Alan Bodo, des choses comme ça. Moi, on m'est tombé dessus très, très vite. Donc, tu vois, c'est marrant qu'aujourd'hui, on se dise, ah, bah, tu as subitement un chevalier blanc qui arrive par-ci, par-là. Ça fait longtemps que je connais le ban, que je connais les coups de pression et ce genre de trucs-là. Mais ça me pose pas de problème. Déjà, je suis pas en France, tu vois. Ouais, Euh, et puis secondo, Fréquence MMA n'était pas mon gagne-pain. Ça m'embête quand ça touche le gagne-pain de la préparation mentale. C'est un peu plus problématique. Mais après, voilà. Et puis, je te l'ai dit, moi, humainement, je pense avoir certaines valeurs. Encore une fois, backupé par ma communauté qui me connaissent. Je n'ai pas changé depuis 2016. Hein, enfin, je n'avais pas changé avant. Mais depuis l'émission, je pense que je suis toujours le même. Et définitivement, je ne partage pas du tout les valeurs humaines avec ces personnes-là, mais pas du tout. Nous n'habitons pas la même planète d'humains, clairement. Voilà. Donc je veux dire, non, je ne parlerai plus jamais à cette personne, et même si on se croise, voilà. Je pense qu'elle est assez claire, tu vois. J'ai pas de. ouais, bien sûr. Après, il n'y aura aucune insulte dans ma bouche. Moi, je le fais pas, ce genre de truc-là. Il y aura pas de. Il y aura du respect pour ce qui a été accompli. Très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce n'est pas ma tasse de thé, en effet. Et puis, humainement, ouais, non, non, c'est pas possible. Mais tout à l'heure, tu vois, tu parlais peut-être du manque de d'audience de ton podcast. Est-ce que tu penses que ces problèmes-là ont impacté Non, ceci, tu vois? je pense que le monde d'audience, je me l'attribue déjà à moi. Adrien m'avait dit tout de suite, tu pars sur des formats trop longs. C'est pas D'accord. possible. Moi, je lui dis, ouais, mais on peut mettre des pauses. Et moi, je m'étais pris déjà pour l'after foot, que tu vois, en disant, mais moi, l'after foot, j'écoute, je mets des pauses et j'aime bien quand c'est long. Et en effet, en plus, il y avait pas mal de gars qui me disaient, ah, on aime bien, c'est long, etc., c'est cool et tout. Là, c'est la première erreur. C'est la première erreur. J'aurais dû faire des formats, ou au moins cropper, quand tu vas faire des formats d'une demi-heure et passer directement sur YouTube et avoir un peu plus le talent du putaclic sur certains titres, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu une aventure qui s'appelait Bagarre Générale chez Webedia à un moment qui était assez cool. Mais bon, Ah ouais, c'est vrai. où on a, bon, malheureusement, été pas très bien compris par les gens qui étaient au-dessus. Et donc, bah, dommage, l'aventure s'est arrêtée. Hein. On a préféré couper court à un moment. Couper court, on a fait quand même pas mal d'émissions. Mais non, je pense que je n'attribue pas ça aux autres. Par contre, c'est sûr que à un moment, quand tu peux plus avoir certains invités et des trucs comme ça, oui, forcément, tu vas un peu moins gagner en audimat. On va être clair. Bien sûr. Mais avant tout, ça, c'est même pas Adrien, c'est vraiment moi. Je suis pas bon pour ça. Tu vois, j'ai raté un virage, mais je reste vraiment content. Je te dis, j'ai plus l'ambition de devenir un média important du MMA. Les gens qui me connaissent depuis longtemps, bah, ils sont contents de me retrouver parce qu'ils savent que je suis toujours sur la même longueur d'onde. Et, et voilà, tant mieux. Je pense que de toute façon, je pense que toutes les chaînes YouTube qui débarquent là, et même depuis un an, ils m'éclatent sur YouTube en termes de score, mais facile, quoi, tu vois. Mais de très très loin. Bon, moi je fais un peu plus en podcast, mes chiffres en podcast sont un peu meilleurs, mais sinon par la nouvelle génération, je me fais torpiller et de loin en termes de chiffres, mais ce n'est plus mon but en fait aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc et vraiment, on me dira ouais, tu préférais avoir la vue de la sueur ou quoi que ce soit. Non, parce que non mais je le dis très sincèrement, j'ai pas fait, fallait travailler, fallait faire certaines choses, et moi j'ai d'autres aspérités à côté et d'autres boulots. Et donc voilà, mais après, non, je mets pas ça je mets pas les nombres de vues ou quoi que ce soit sur Fernand, je lui mets d'autres choses, il y a sans problème, mais pas ça, non. Il en a suffisamment de toute façon. Et qu'est-ce que tu as pensé de la légalisation du MMA en France et aujourd'hui, bah, de 3 ans après, le l'état un peu du MMA, comment il est? Est-ce que tu pensais que ça tournerait comme ça? On peut le dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires justement d'avant la légalisation qui ressort. Je pense à un podcast avec Carla Moussou qui est sorti il n'y a pas longtemps, où aussi il parle de Fernand Lopez, enfin voilà, beaucoup d'histoires au final.
est-ce qu'on peut en tirer qu'il y a beaucoup d'histoires autour du MMA français, beaucoup de problèmes d'ego, de caractère et des règlements qui se règlent beaucoup sur des podcasts et peu par conversation privée, quoi. Parce que le MMA, moi, on me cesse de le dire, c'est une famille, c'est une niche, on n'est pas beaucoup. Tout le monde dans son téléphone a le numéro d'un tel. Et au final, ça se règle beaucoup par médias interposés. Alors, on sait, c'est dans la culture, aujourd'hui, faut faire des vues, ça fait avancer les médias, mais est-ce que c'est le bon mode de communication et c'est la bonne pub qu'on veut véhiculer pour le MMA quand on s'y intéresse, tu vois, Mm. au-delà de la performance sportive, en fait. Bah alors, dans un premier temps, pour répondre à toute première question, bah, oui, j'ai vu la légalisation comme un serpent de mer hein, au début. Hein. Tous les ans, ça devait arriver. Moi, pour la petite anecdote, un ancien matchmaker de l'UFC, Joe Silva, avec qui j'avais passé une belle soirée en tête-à-tête dans un bar à Vancouver, me disait, ouais, on se met tous les ans sur Bercy au cas où la légalisation arrive, quoi, tu vois. Et donc, c'est un vieux loup de mer qui n'arrivait pas. Et puis, il y avait déjà ça se tirait déjà un peu dans les pattes entre les salles avant la légalisation. Donc on s'est dit, putain, est-ce que ça va finir par arriver? Si tu me demandes ce que j'en pense, bah, que du bon déjà que ça soit arrivé. Pourquoi? Pour les fighters, tout simplement. Déjà pour eux, en fait. Moi, je trouve que c'était bien avant déjà parce qu'il y avait peut-être avec les fans, donc parce que l'égalisation dit arriver d'un nombre de MMX insupportable en folie, quoi, tu vois. Alors MMX, tu as les bons, tu as ceux qui connaissent pas trop le sport mais s'y intéressent, machin, discutent, et puis tu as ceux ils pensent avoir tout connaître mais qui se sont réveillés il y a 2 ans ou il y a 1 an et qui veulent t'expliquer le sport et tout. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais après, non, pour les fighters, c'est super. Les fighters qui peuvent enfin combattre chez eux, qui peuvent combattre chez eux, qui peuvent aussi parfois bénéficier un peu de jugements favorables, c'est comme se fait à l'étranger, mais peuvent éventuellement choper du sponsoring à la maison, il y a moins les déplacements, il y a ces choses-là, et puis bon, il y a un peu plus d'argent qui rentre. Moi, la première chose, au-delà des médias, je m'en foutais de ce truc-là, c'était vraiment les fighters. Moi, de toute façon, c'est ma marotte dans les podcasts, c'est défendre les combattants, et j'étais ravi pour eux, pour en côtoyer certains, etc. Mais vraiment pour ceux en plus qui, même pour, tu vois, pour ceux qui combattent en amateur, le développement, je pense que c'était essentiel. Et enfin, et attention, on est encore loin, hein, c'est pas encore, il y a pas de l'argent qui pullule dans le MMA français ou quoi que ce soit pour le moment, mais ça, c'était essentiel. Donc, je pense que oui, je suis content d'avoir été témoin de ce virage-là. Et je sais qu'en off, certains pourront te dire que ça m'a fait voir débarquer des choses où je me suis dit, je m'en serais bien passé, quoi. On était mieux sans, mais je pourrais jamais le dire par rapport aux combattants. Et aux fans français qui veulent voir du MMA en direct, allez voir un Bellator, un UFC, un Ares, un Hexagone, un MMAGP, enfin toutes les organisations que tu vas voir qui sont en France, voir des événements en direct, c'est assez extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Donc, pour tout ça, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée ouais, même en France. Hein, c'est aussi simple que ça. Oui, donc je suis ravi de ça. Donc là, pour ta première question, ouais, c'est top. Moi, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Et pareil, tu vois, il aurait fallu prendre un virage particulier à ce moment-là. Et moi, je suis resté dans mes vieilles recettes de niche, tu vois, sans développement. Mais après, pour l'ambiance, écoute, je vais faire un peu vieux con, mais en même temps, je m'approche de 50 ans, donc je peux. Ouais, je trouve que parfois on est trop sur du truc putaclic, trop sur de la sensation. Euh, de toute façon, je sais que ça prend du temps hein, d'aller vraiment décortiquer un combat, etc., d'aller se poser sur les à côté, d'aller voir un petit peu les contrats des fighters, mais il faut faire attention à ce qu'on va dire parce que est-ce on va se faire empêcher d'avoir une accréditation à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, je comprends cette course-là. Donc, il y a plein de trucs qui sortent. Alors, au début, alors moi, je ne vois pas tout, hein, mais comme je suis pas mal sur Twitter à regarder un petit peu je vois plein de trucs sortir. Et moi, déjà, tu sais, une base, c'est que j'ai beaucoup de mal avec des comptes qui font faute sur faute. Alors, moi, je peux de temps en temps faire une coquille par-ci par-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois des comptes, enfin, ça brûle les yeux. Alors, je sais qu'il faut faire jeune ou quoi que ce soit, mais si tu veux te qualifier un minimum de médias,
c'est cool de te poser un petit peu là-dessus aussi, parce que je pense qu'on a un minimum de devoirs d'éducation. À notre toute petite échelle, hein. Moi, tu vois, je suis un tout petit compte, etc. Mais tu vois, même dans mes podcasts, il y a un minimum de devoirs d'éducation, de faire un peu découvrir le sport. Alors, ça peut être parfois un peu redondant pour des mecs qui sont super calés, mais d'essayer de trouver des axes pour essayer de comprendre un peu mieux les jugements. Tu sais, moi, je me bats souvent contre le mot vol quand tu vas dans un combat, parce que je pense qu'à 95% du temps, il y a une piste pour explorer pourquoi ça a été jugé comme ça. Expliquer pas mal de choses d'à côté qui vont être pris beaucoup en surface par les plus jeunes, qui vont se mettre au sport. Et donc, je pense que la bonne chose, c'est qu'il y a plus de contenu. Et ça, c'est top pour les fans français. Surtout qu'en France, on n'est pas, en termes d'anglais, on est un peu à la ramasse. C'est un peu mieux maintenant. Mais bon, pour suivre un podcast anglais, tu vois, et même sans images, il faut avoir un peu de niveau. Donc, du coup, c'est très bien qu'il y ait de plus en plus d'émissions. Ce que je regrette, j'ai pas vu tous les contenus, mais quand on m'envoie sur quelques contenus, etc. Oui, parfois, des fois, je trouve ça un petit peu facile, un petit peu vulgaire, un petit peu, voilà. Tu vois, je vais pas être client de tout, mais on s'en fout de mon avis. Moi, je suis content avant tout pour les fans. Maintenant, pour rebondir sur la dernière question, les règlements de compte, les trucs comme ça, de temps en temps, c'est justifié. Il faut y aller, il n'y a pas de problème. On pourra rentrer dedans là si tu veux. De temps en temps, je Ouais, comprends par les exemple, méta. l'acharnement sur la sueur qu'il y a eu. Je sais que si tu avais Ah, à cœur d'en on va parler. en parler. Ouais. On va en parler. Tu veux mon point de vue par rapport à ce qui est dit en ce moment sur la sueur ou ce qui est dit depuis certain temps Ouais, ou ce que tu as eu ton avis et aujourd'hui ce qui se dit, ouais. Est-ce que ça rejoint aujourd'hui ce qui se dit, toi? Tu le pensais déjà? C'est ce que tu me dis, tu le pensais déjà depuis un long moment, ça? Ouais, oui, Voilà. depuis longtemps. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Je suis très, très bien dans mon slip pour en parler parce que on se connaît un petit peu. Donc avec Guillaume et Pierre-Yves, on s'est déjà croisés plusieurs fois. Donc moi, j'ai toujours, ce que j'ai dit dans mes lives ou podcasts, j'ai toujours reconnu une chose, c'est des bosseurs. Ça bosse. Ça Ah, c'est clair. charbonne. Tu sors un contenu comme ça, machin. Autant de vues, autant de succès n'arrive pas par hasard. Là-dessus, on n'entendra jamais dire le contraire. Et leur histoire est folle en plus. Parce qu'à la Mais base, ils faisaient pas du MMA, enfin, non, non, tu vois, mais là-dessus, moi, pas. j'ai pas de problème. Après, moi, j'ai été je pense, voilà, je l'avais révélé il y a très longtemps, mais bon, ça t'aide quand tu te mets en partenariat avec une salle comme la MMA Factory, qui est la première salle, et ça date de fin 2019. Donc, ça date pas d'il y a un an ou deux, hein. Donc, ça date de fin 2019, cette affaire. Donc, forcément, oui, ça t'aide quand tu as des exclusivités pour suivre tel fighter, Ouais. etc., d'avoir tel contenu et tout. Oui, ça t'aide à booster la chaîne. Mais il n'empêche qu'il faut produire le boulot derrière. Que t'aimes ou pas en qualité, ça c'est encore un autre débat, mais il faut produire le contenu. Donc là-dessus, moi, je vais jamais chier sur eux à ce niveau-là, jamais. Maintenant, sur quoi c'est construit des fois, ce qu'ils m'ont fait à moi en s'occupant des réseaux de la factory, en me mettant des stories où tu mets mon travail accrédité à un autre préparateur mental, ce genre de coup bas, ouais, non, forcément, chez moi, ça passe pas très bien. Mais ce que j'ai dit là, chez toi, je l'ai déjà dit chez moi, hein. Donc comme ça, c'est pas, euh, je, 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 euh, je débarque pas, quoi, tu vois, avec mon venin ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc je ne suis pas rageux ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Après, quand en effet, la salle numéro un, contenu numéro un, l'entraîneur connu numéro un, que tu vois, dans une émission toutes les semaines, etc. Oui, ça t'aide à grandir de plus en plus. Et eux, bah, ils ont eu l'intelligence de savoir capitaliser là-dessus. Et ça, faut le reconnaître. Il n'y a pas de problème. Après, bon, bah, qui dit contenu, dit forcément à un moment aussi, je trouve, baisse forcément de qualité, parfois. Et puis, ce qui me dérange, c'est quand indirectement, tu tapes sur les autres salles, quoi, ou d'autres fighters, qui ne sont pas siglés de la salle avec laquelle tu bosses. Ça, c'est un problème. Je ne suis pas le seul à l'avoir dénoncé. Je crois que la personne du MMA-GP vient d'en parler il n'y a pas longtemps. Donc, mais ça c'est un véritable problème. Tu peux mettre en avant, bien entendu, vous bossez ensemble, donc il est logique, hein, c'est la même maison, on a envie de dire, très bien, mais tu n'es pas obligé de mettre la mauvaise photo sur tel athlète, tu n'es pas obligé de ne pas mettre en valeur tel truc et que ça, on peut, c'est pareil, un droit de réponse, hein. Si un jour, monsieur le patron de ce média-là veut dire que je dis des conneries, il est le bienvenu, soit on peut le faire chez toi, soit chez moi, mais il n'y a pas de problème.
Mais il n'aura pas cette force-là, hein, t'inquiète. Mais, mais, voilà, moi, c'est le seul truc qui me dérange, tu vois, c'est ça, c'est un moment. Et puis des tribunes ouvertes où il y a des choses qui sortent et c'est pas vraiment la vérité, et qu'en face, ça acquiesce et ça rigole sur des charges de d'autres médias, etc. Ça me pose un problème. Mais ils le savent, je l'ai déjà dit. Donc, c'est quelque chose qui m'embête. Est-ce que on est copains? Pas du tout, mais certainement pas, surtout après ce qu'il m'a fait, quoi. Donc, non. Euh, Maintenant, respect pour le boulot, pour les hommes, bah, je dirais que la même chose que pour le coach tout à l'heure, je n'en ai pas, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi, tu vois. Donc maintenant, juste derrière RMC, c'est le média indépendant numéro un et de très très loin. Ils surclassent le game, comme on dit chez des jeunes. Tu vois, ils sont très hauts, il n'y a pas de problème. Toutes les autres émissions sont à des années-lumière. Il faut dire ce qui est. Et puis tout le monde veut passer chez eux, etc. Et ils ont leur trophée, ils ont leur machin. Et je crois qu'il y a leur ligue là Ouais, d'amateurs et grappling et MMA amateur et tout ça. Donc très bien. Tu vois, tout roule. ouais, Mais t'es quand même affilié. Moi, les conflits d'intérêts me posent problème. Et là, on est face à un gros conflit d'intérêts avec des choses qui se sont réglées. Avec, voilà, donc c'est quand même, voilà, c'est pas tout lisse. Je sais que tu as beaucoup de gens qui doivent être fans de la sueur qui t'écoutent. Donc on va bien certainement sûr. tomber un petit peu dessus par rapport à tout ça. Mais moi, tout ce que je dis, je peux le prouver. Et ça ne tient, encore une fois, ce ne sont que mes paroles et pas pour essayer de gratter de quoi que ce soit aux caisses. Je te dis, moi, il est possible que dans un avenir proche, je m'arrête, quoi, tu vois, donc par rapport aux médias MMA. Donc, mais c'est juste, non, je suis pas très fan. Je sais que par contre, le petit ajout de Chris Ganesh qui est passé chez toi, je crois, hein, Ouais, 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 ouais. Ça fait partie, voilà, des ajouts bien intelligents qui ont été faits sur la chaîne, tu bien vois. sûr. Et, mais par contre, oui, non, je suis pas King Elegy qui est un dérivé d'Ariel Wany et Daniel Cormier, tu vois. Bon, non, c'est pas ma Ouais, tasse de thé. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, Donc, c'est ce je qui leur arrive je aujourd'hui. te Pour ceux-là, rejoins. ce qui leur arrive aujourd'hui, je m'en fous. Et très sincèrement, je pense que ça leur passe au-dessus de la tête. Ils sont ailleurs, quoi. On parle quand même, ils sont pas, tu vois, ils se posent pas là-dessus. Bah, peut-être qu'ils sont un peu dans la. C'est Fernand Lopez que j'avais entendu qui disait ça. Eux, ils sont un peu dans la mentalité, tu sais, que tu parles en bien ou en mal de moi, peu importe, tu vois, un peu comme Connor. Et je pense que Oui. quand tu as assimilé cette mentalité-là, bah, au final, tu t'en fous. Bien au contraire, tu es content Et, qu'on te fasse de la bonne ou de la mauvaise pub. Au final, on te fait de la pub. et Donc ils ont voilà. raison. Ils Mais, ont raison. euh, De toute façon, mais ils ont le plus raison. Et puis, malheureux dans tout ça, c'est pour les autres médias, tu vois, qui, moi, je trouvais, en fait, je trouvais que le game était bloqué un peu, tu vois, le fait de cette affiliation. Encore, tu vois, que ça soit le média numéro un, il n'y a pas de problème. Mais que d'autres médias qui font pas forcément autant de vues qu'eux ne peuvent pas interviewer Cyril Gann, euh, peu importe, je vais pas citer, mais c'est des choses et des fois même pas qu'une question d'abonnés, tu vois, parce que vraiment, je pense que c'est pas qu'une question d'abonnés, c'est une question de contrat et tout ça que ça a été caché et qu'on n'a pas pu que ça a dû être divulgué par d'autres personnes ou bah, je pense que ceux qui en ont parlé vraiment, moi j'en avais déjà parlé avant, mais tu sais, ouais, t'en as déjà parlé, je suis petit, donc j'ai pas vraiment ouais, l'écho. Et je sais que quand la transpi et qu'il y ait les maîtres fumiers en ont ouais, parlé, ça, tout de suite, la caisse de résonance, la manière dont ils l'ont fait, a vraiment sorti le truc voilà, ça a ouvert les yeux d'un plus grand nombre de personnes. bien sûr, Aujourd'hui, j'ai la sensation, alors je ne sais pas, peut-être que je me trompe, j'ai vraiment la sensation, il y a une scission même chez des fans qu'il n'y avait pas avant. Il y a vraiment, tu as l'impression quand même qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux qui disent bon, bah alors, c'est bon. Et peut-être que le combat, la défaite de Cyril a été un certain déclencheur pour certaines personnes, il faut dire ce qui est. Mais j'ai l'impression que il y a un peu des clans qui se forment. Voilà, voilà de mon point de vue extérieur, ça m'apparaît comme ça. Mais après, très sincèrement, oui, je te dis, à partir du moment où tu as conflit d'intérêts et que ce n'est pas, ou alors à la limite, affiche ça tout de suite, faites pas ça en sous-marin. Mais pendant des années, ça a été en sous-marin. Pendant des années, ça a été en sous-marin. Tout ça est parti d'une annonce qui a été postée sur les réseaux de la Factory en mode on cherche un mec pour s'occuper des réseaux sociaux. Quoi. C'est parti de là.
que ça soit fait en sous-marin, c'est un peu le problème. Et puis oui, le conflit d'intérêts, bah, toi, tu vas pas pouvoir avoir accès à un tel, un tel. Moi, j'en parle même pas, hein, tu vois. Les amis, Non, mon cas est ailleurs. Mon cas est ailleurs. Mais que tu ne peux pas avoir accès à tel ou tel contenu exclusif soit réservé à tel média, etc. Oui, forcément. Tu es aussi numéro un par ton travail, mais parce que tu as pu avoir ça aussi. C'est logique. Et puis après, tu fais le RS, tu fais tous ces trucs-là aussi. Hein. RS, c'est eux. Hein. non, bien sûr. Ouais, Parce ouais, au que niveau de le la, premier, la la, communication, le la première Instagram, tout semaine, ça. la première semaine où j'étais en Afrique, c'était eux qui géraient, quoi. Donc voilà. Encore une fois, moi, le premier, parce que je retombe vraiment pas mal, le premier, quand je suis parti d'Afrique, que j'aurais dit au revoir, j'aurais dit quoi? Bravo pour le boulot, parce que les mecs, ils ont bûcheronné toute la semaine comme des malades. Les deux, il y avait Pierre et Guillaume, ils ont bossé comme des malades. Donc je leur ai dit chapeau pour le travail. Sauf que bon, un mois après, quand tu vois qu'on te torpille dans une story, enfin dans une publication, sur ton travail, bon, tu l'as un petit peu là, c'est normal, quoi, tu vois. Ouais. Pas un gamin, quoi, tu vois. Moi, je regarde quelqu'un dans les yeux, je lui dis ce que je pense. Si derrière, tu vas me mettre un petit coup de surin, bon, bah ouais, c'est toi la catin, c'est pas moi, quoi, c'est tout. Mais après, oui, tu verras la guerre. Et aujourd'hui, tu es vraiment dans une guerre dans le mode qui va avoir le scoop, qui va avoir le machin, le titre qui. Là, on a eu Ouais, Fernand qui avait un petit genou à terre après la défaite contre Cyril, de Cyril. Donc, du coup, parler de c'est la un peu. conférence de presse aussi qu'il y a eu à Arès. Je sais pas si tu l'as visionné, où justement, là, pareil, il y a eu de nombreux podcasts et Pugila qui l'a, qui justement était présent. Pareil, là, ça, faut rapidement en parler de cette ambiance aussi qu'il y a autour de, tu vois, je veux pas tout remettre en compte, tu vois, le fait que Fernand Lopez, il est plein de casquettes, mais tu vois, du coup, ça verrouille aussi des portes, tu vois. Si, l'organisateur, c'est l'entraîneur. Du coup, on tape sur lui sur plein de choses. Et derrière, ben là, il peut bloquer, il peut fermer des portes, que ce soit pour des gens de travailler. Au final, on ne sait pas vraiment qui dit vrai aussi. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont pas vouloir forcément lui dire la vérité sur sa manière d'entraîner. Les journalistes, bah, ils ont peur de perdre leur accréditation, tu Mhm. vois. Donc, enfin, c'est Bah, risqué. Tu vois, là, j'ai c'est envie, risqué tout ça. là, j'ai un peu en cul entre deux chaises par rapport à ça, parce que j'ai, il vient en tant que matchmaker Ares, etc. Et puis, en gros, toutes les questions sont sur Cyril. Bon, il y avait quand même un événement dans la soirée. Tu vois, je sais J'ai pas si. eu apparemment qu'il y a eu, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais eu le même retour quand j'ai vu ça, mais en fait, apparemment que la personne qui s'occupe des conférences de presse a dit on fait une aparté sur vous Ok. pourrez parce que Bah, bah, forcément les gens oui, c'était non, à mais c'est chaud donc. Mais je suis d'accord avec toi quand même. Il y avait un événement, il y avait d'ailleurs cet arrêt il est un peu passé sous l'eau pour le coup alors qu'il y a eu des belles il y a eu des belles performances, Ibrahimane, tout ça. Enfin ouais, voilà. ouais, je pense qu'en même temps, c'est un Ares où, dans la tête de ceux qui ont l'organisation, c'était plutôt, il y avait le combat de Ragnar, et puis l'idée de venir avec Ouais, Cyril présenter la ouais, ceinture de champion du monde, quoi. Tu vois, je pense que les plans ont été quand même un petit peu bouleversés. Hein. ouais. Donc, après, sur ce qui s'est passé là, il y a un côté de moi où je dis, bah, c'est bien, il y a des gens qui parlent. Euh, Après, il y a toujours l'autre côté de moi qui dit, ça date pas d'hier, donc c'est plus facile quand la personne vient de se prendre un gadin d'aller l'allumer. C'est toujours plus facile parce que tu sais que tu vas être backupé par plus de personnes. Donc, et d'ailleurs, ça a été le cas pour Pugila dont tu parles. Derrière, il a eu beaucoup de soutien par rapport à tout ça. Mais il faut peut-être le faire. Ça date pas d'hier. Et si tu grattes un petit peu dans le game, il y a plein de trucs que tu savais d'avant la défaite. Là, c'est pas nouveau. Bien Donc, sûr. il y a un côté où je me dis, bah, c'est bien, il a un petit peu titillé, il y a quelqu'un qui pose une question. De l'autre côté, je me dis, je ne peux pas m'empêcher. Et après, bon, il est jeune, etc. Et ça fait partie du game. De me dire, bon, bah, c'est super, la phrase, elle est là, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça gratte du follower, ça va faire du buzz. Il y a ça. Si tu fais ça au tout début, quand tu as 20 followers et tu as ta première organisation accred au RS et tu balances un truc comme ça, tu vas rester à 20 followers. Hein ou 40 peut-être, quoi, tu vois. Mais tu n'auras pas construit une base en pouvant faire telle interview, aller à Bien tel sûr. event et faire ça. Donc, je suis un peu partagé par rapport à ça. Le côté c'est bien et le côté un petit peu buzz. Et puis le côté genre, c'est la première fois que quelqu'un se dresse devant Lopez. Non, je crois pas, non. Tu vois, donc, non. Mais voilà, après,
c'est une autre école, si on a envie d'appeler ça une école, tu vois, ça marche très bien les coups de buzz et tout. En effet, tu as parlé de l'émission où il y avait Karl qui s'est un petit peu lâché et tout. Donc, j'en ai vu une partie aussi. Euh, Moi, j'ai pas de problème avec certains règlements de compte, c'est pas de souci, des fighters, etc. Après, oui, la course aux médias de je vais inviter un tel pour avoir ça, si, ça ou ça. Ok, bon. Moi, je suis trop vieux pour ce genre de truc-là. Et c'est en effet par rapport à l'ambiance générale, tu sais, bon, aux États-Unis, tout le monde se fait pas la bise non plus, hein. Bien sûr. C'est pas l'amour. Mais là, dans un sport où ça fait 3 ans que c'est légalisé, où tu sens qu'il y a quand même un engouement en France, et on peut saluer le bon travail de RMC, et pourtant je les ai bien taillés au début, mais qui sont vraiment devenus une grosse chaîne de MMA. Ils ont toutes les orgas, ils ont tout raflé, quoi, tu vois, machin. Puis très bon podcast hein, avec Jonathan McCarty, tout ça. Enfin, Eh ben moi écoute, pareil. tu sais quoi, moi, Jonathan McCarty, au tout début, et il le sait très bien, puisque nous avons échangé récemment ensemble pour la première fois, vocalement parlant. Moi, je n'étais pas très client, quoi, tu vois, je lui ai dit. Et puis, je trouve que, bah, avec le temps, justement, j'ai trouvé ça mieux. Après, j'écoute pas tout, hein, j'ai pas le temps, mais je trouvais ça mieux. Et notamment, bah, lui, pour le coup, dans une chaîne qui doit Ouais, promouvoir les gros combats, pouvoir dire quelque chose contre le patron, ouais. bon, ça a un peu plus de poids pour moi. Voilà, tu vois, ça a un peu plus de poids. Juste qu'on n'ait pas une course, tu vois, tu vois, il y a des comptes Twitter, il y a des courses, il y a des trucs que tu dis. Moi, je trouve ça, ça élève pas tout le temps le niveau. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des contenus différents. Tu disais au début que bah, j'ai un contenu un peu différent. Là, pour le coup, bah oui, parce que j'ai pas voulu changer mon contenu par rapport à ça. Mais euh, ouais, que ça s'apaise un petit peu. Et après, bah, t'as des comptes, t'as des médias qui arrivent comme les maîtres fumiers, avec qui, bah moi, on n'en fait pas mystère. Nous nous sommes écharpés en live sur un de mes lives pendant une dizaine de minutes. Donc, Ok. mais avec qui ça s'est terminé de manière très cordiale, pas en MP derrière. Donc voilà, nous avons fini la discussion. Euh, mais eux, au moins, bon voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai jamais été trop fan. Bon, je crois qu'ils ont arrêté de tirer sur les trucs physiques. Après, il y a des trucs sur lesquels je les trouve très inspirés et drôles sur les façons de monter les Ouais. stories et les parallèles et les Ils sont références, très, parce très, que ils sont très très forts. Ouais. les références, bah moi, tu sais, hein, comme avec les jingles, tu vois les jingles que je fais, donc on a des références qui sont un Ouais. petit peu similaires parfois. Et puis, bah après, on a des amis en commun, donc on a des cibles en commun, donc mais oui, disons. Et puis pour le coup, c'est là, je préfère vraiment l'orientation, la nouvelle orientation qu'ils ont. On est moins dans le classe facile, mais là, quand il y a des choses à dire, elles les disent. Et puis, la promotion d'événements français, Ouais. quoi, tu vois. C'est incroyable le boulot qu'ils font sur ça. Et puis là, bah, en ce moment, ils crient un peu au scandale de le reconnaître surtout voilà, du côté factory, quoi. Ils attendent un peu de reconnaissance. Je pense que, est-ce que malgré qu'ils leur ont tiré dessus, aujourd'hui, ils attendent un peu de reconnaissance, tu vois, pas du Alors, rabibochage. je pense entre nous, très sincèrement, j'en ai pas parlé avec eux ou quoi que ce soit, Ouais. depuis l'incident et qu'on a Mm. clos le débat, etc. Voilà, nous n'avons pas de discussion. Mais écoute, est-ce que je, ça fait aussi partie un petit peu de la pâte, quoi, tu vois, de Oui, ce qui oui, se passe bien sûr. avec eux. C'est le fond de C'est un petit commerce, peu quoi. non, mais ça fait un peu partie de la pâte, quoi, tu vois. Ouais. Et je vois, non, je vois pas la Factory envoyer un message, ouais, on se resserre la main, on bosse ensemble ou quoi que ce Non, soit. bien sûr, mais tu Voilà, vois, eux qui ont réussi à se monter à ce niveau-là, à la différence de la sueur, ben, tu vois, eux, ils parlent de tout le monde, tu vois. Ils donnent de la force à tout le monde. Tu vois, ils sont pas exclusivement sur le même AGP. Même si on savait qu'à un moment, ils faisaient beaucoup de promotion de cet événement, ben là, actuellement, il y a une organisation de la sueur. Je veux dire, ils pourraient les boycotter, tu vois, avoir ce mais c'est même là, comportement. mais- Et c'est là la mais- différence, et je trouve l'intelligence oui. des maîtres fumiers, tu vois, c'est de dire, bah, nous, en fait, on n'est pas comme vous. Donc, euh, donc voilà, moi, je tenais à le Non, non, souligner, tu vois ça. non, non, mais là-dessus, tu as raison. Et puis, ils sont malins là-dessus, hein. Parce que tu te retrouves un peu emmerdé de l'autre côté, que tu dis, putain, il m'a tiré dessus, mais il fait la promo de mon truc, comment machin. Non, Ouais, non, moi, tu sais, j'avais dit aussi pareil, ce que j'avais à dire à l'époque. Il y avait des trucs qui m'avaient pas plu, surtout sur les attaques physiques, des choses comme ça.
J'ai exprimé ce que j'avais exprimé Ouais. de bien et de pas bien. Et depuis, bah voilà, hein, pour le moment, moi je suis. Il y a pas mal de trucs où j'avoue qui me font rire parce qu'on a des références communes. Et puis, euh, et puis après, ouais, ils bossent, quoi, tu vois, point Et barre, quoi. ça, Donc, et ça fait du si bien t'aimes- de rire. On en a non, mais besoin. non, mais si t'aimes pas ce qu'ils font, quoi que ce soit, tu peux ne pas suivre et vice-versa. Je pense qu'il y a un panel assez large, quoi, Bien tu vois. sûr, il y en Il a y a un pour panel tout le assez large. monde. Et là, je pense en effet que quand une personne comme Benjamin Sarfati, que je pense qui a été mise en valeur dans mon dernier live, hein, donc se met à les dénigrer ou quoi que ce soit, il se tire même une balle dans le pied parce il donne des cadeaux. Il donne des cadeaux, Ouais. en fait. C'est cadeau. Là, tu vois, Ce là, jingle, il est historique aussi, là, hein, où il est dans le bar, là, oui. ah oui, Ça, oui. tu vois, ça a été. Et ça donne des cadeaux. Donc, du coup non, je vois pas ces gens se rabibocher de sitôt, quoi, tu vois. Donc, et puis, mais certaines animosités me dérangent pas forcément. Il faut juste pas que ça devienne légion, c'est tout. Voilà, c'est que pour avoir des vues et des followers, je parle pas de leur cas parce que je crois en plus qu'ils filtrent les gens qui s'abonnent et tout ça. Mais voilà, je te dis de manière générale, le paysage est bien pour les fans parce qu'ils ont de plus en plus de contenu, ils peuvent faire leur choix. Et je pense que beaucoup de contenus vont venir et vont disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés aussi de temps en temps parce que c'est difficile, hein. Bah, tu sais ce que c'est, Ouais. hein, de continuer, de créer du contenu, de se renouveler, de continuer à avoir des invités, etc. etc. C'est pas évident. Donc, moi, je te dis, je regarde ça parfois avec du popcorn de l'extérieur. Parfois, ça m'embête, tu vois. Bah, je peux même te citer, et j'espère qu'un jour il se retrouvera face à lui. Tu vois, bah, Pugila quand il fait ça, mais quand il fait un tweet après la victoire de Morgan qu'il a effacé depuis, euh, pas beau, tu vois, et d'un Français, ou un machin. Enfin bref, il sort un truc. Bah, dis-lui en face au fighter ou va lui écrire en MP ce que tu penses. Fais ça. Mais pas ça, une phrase comme ça balancée de manière laconique sur Twitter. Ou voilà, ce genre de truc-là pour faire un petit peu de sensation, ça, j'aime pas. Je suis pas fan. Ce genre de truc-là, je suis vraiment pas fan. Donc, ça a été enlevé depuis. Mais tu vois, ça, c'est des exemples de trucs que j'ai souvent vus en répétition sur Twitter par des comptes. Tiens, on va faire la sensation. Où on balance de la fake news. On pense qu'on a l'info d'un combat signé et que c'est pas signé, quoi, tu vois. Donc, le mec sur Twitter va charger un truc énorme. Et après, ah bah non, finalement, on n'avait pas l'info. Tu vois, je comprends, hein, l'idée il faut gagner des communautés très très rapidement parce que mine de rien, je connais pas tout le monde, mais c'est un petit peu saturé, quoi. Il y a beaucoup de monde Ouais, aujourd'hui. ça va. Bah, Il y a si beaucoup. tu fais le tour sur Twitter, moi, j'y suis pas trop, mais à une période, j'y étais. Je voyais beaucoup de comptes Twitter, ouais, sur le MMA. Mais même en émission, il commence à y avoir beaucoup de monde. Ouais, ouais, c'est vrai, il commence. Mais voilà, comme tu dis, il y en a pour tout le monde. Je pense que voilà, vu que le sport, il vient d'arriver, donc voilà, il y a le public, quoi, tu vois. Il y a les personnes qui écoutent et au moins, il y en aura pour tout le monde. Les gens, ils vont s'approprier un peu les personnalités. Ah ben, j'aime bien lui, comment il parle, j'aime pas lui. Et voilà, il en faut pour tout le monde et c'est bien, c'est bien. Ça, on voit le foot, hein, on compte pas combien il y a d'émissions de foot, hein, Ah non, mais tu vois, moi donc. Mais je ouais, là, c'est vrai qu'il commence à en avoir un paquet et ça devient difficile de tout écouter sur une semaine. Alors, ah, t'as un combat, tu dis putain, ça va être ah compliqué oui, de tout non. écouter, quoi. Non, Tu vas non. avoir. Et puis en plus, quand on se rend compte, on dit tout plus ou moins pareil. Voilà. Alors, tu sais, moi, Il y en a quelques-uns qui se démarquent je vais te et donner un qui petit font du conseil travail en par rapport à tout profondeur. ça. Ouais. N'écoute, moi, c'est la devise que je me suis faite. T'écoutes aucun Je, podcast avant de faire Pas, ta. pas avant d'avoir fini mon émission. Pas avant d'avoir Ouais, fini ouais, l'émission. Parce que des fois, tu vas te dire, ah mais là, c'est intéressant ça, mais tu n'y avais pas forcément pensé. bien sûr. Tu vois. Donc, tu as un petit peu le truc qui va être biaisé. Tu vas essayer de le tourner à ta manière, mais bien entendu, il y a des fois où je vais sortir un contenu. Tu vois, des fois, je vais faire un dossier. Et puis, je me souviens, un des derniers dossiers que j'ai fait sur les paris UFC, heureusement que je l'avais préparé et je l'avais sorti le vendredi. J'écoute l'émission d'Eloigné de lundi. Et concrètement, en anglais, c'était la même trame et tout ça. Bon, Eloigny m'écoute pas, hein, bien entendu, hein. Mais des fois, en effet, tu peux te recouper vraiment sur ce que tu vas développer. Mais le meilleur moyen, c'est de ne pas écouter parce que oui, d'écouter après, quoi, tu vois. Te dire, tiens, Bien sûr. qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Donc moi, ce que je fais, c'est que
je vais regarder plusieurs fois les combats, des interviews, j'écoute. Et puis après, en effet, il y a des mecs que j'aime bien. Il y a des mecs que. Tiens, je t'ai perdu un petit peu. Tu t'es pixelisé d'un coup. Est-ce que tu es revenu? Ouais, peut-être, ouais. On a eu un Ouais, petit ouais. souci de pixel. Ça revient? Ouais, ça assure un petit peu, mais ça revient là, je crois. Ok. Et donc, ouais, c'est un truc que je me suis. Parce que je me suis vu une fois me dire, tiens, je vais m'écouter le débrief d'un tel. Et ça m'a perturbé pour préparer le mien, en fait. Je me suis trouvé dans la merde. Je me suis dit, putain, mais je suis en train de répéter ce que dit l'autre. C'est horrible. Même si tu peux penser la même chose, hein. C'est pas le problème, hein. Tu vas pas à chaque fois trouver, ou même une preview de fight, si c'est un striker contre un grappleur, tu vas pas t'inventer à dire que non, le grappleur, en fait, tu sais, c'est un meilleur striker que l'autre. Il y a des choses, des fois, des évidences sur lesquelles on se rejoint tous, bien entendu. Après, comme tu le dis, ça va être un ton, ça va être une façon d'aborder les choses, ça va être aussi une histoire de connaissance. Tout le monde n'a pas la même connaissance que l'autre, tout le monde n'a pas la même vision du sport. Euh, Moi, la seule chose que je demande, enfin, pas que je demande, mais que j'aime voir, c'est au moins le respect et l'humilité par rapport au sport. C'est tout ça. Ne pas venir avec les gros sabots. Ouais, moi je sais, lui c'est sûr, il va mettre un tel chaos parce que le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire je sais, c'est sûr, il va se passer ça. Mec, si tu avais mis ta maison, je pense que tu dors dehors, quoi. Tout simplement. Des fois, après, tu peux avoir des petites certitudes Bien sûr. disons, non objectives. C'est-à-dire quand tu aimes vraiment quelqu'un, quoi, tu vois, et que tu vas un peu te mettre l'œillère, tu vas non, non, il va gagner parce que ceci, cela, et tu vois pas forcément clair. Mais sinon, oui, c'est ça, parce qu'on se doit, mine de rien, même à notre tout petit niveau, même si on n'est pas RMC, même si on n'est pas la Sueur ou quoi que ce soit, à notre tout petit niveau, à partir du moment où tu as des gens qui te suivent, bah, tu as un petit devoir d'accompagnement, soit d'éducation. Moi, j'ai reçu longtemps des messages de gens qui m'ont dit, bah, tiens, j'ai découvert le MMA avec toi, j'apprends avec toi. Tu vois, c'est super touchant. Ou des mecs beaucoup plus érudit ou de la même époque que moi qui me dit bah, je me retrouve là-dedans. Donc ça, c'est des choses qui font énormément plaisir. Mais on a ce devoir-là, je pense. Tu vois, à partir du moment où on se dit, tiens, on monte une chaîne, on fait un contenu, on ne peut pas le prendre par-dessus la jambe. C'est toujours ce que je me suis dit. C'est pour ça que, oui, quand je te disais que je peux passer, j'ai déjà passé plus de 24 heures d'écriture. Ça m'est déjà arrivé. Bah, quand tu sors un contenu de 4h30, quoi, tu vois, de réécrire, de machin, ah non, ça va pas, je retourne ça et je revois le fight. Ah non, mais j'ai vu autre chose, ceci, cela et tout. Et puis, quel est mon avis par rapport à tel sujet et même quand des trucs hors MMA, type Ken Velasquez, son histoire, tu vois, tous ces trucs-là, et ben, du coup, tu rebondis. Et puis, le pire, tu sais, quand tu prépares une émission, c'est qu'à un moment, tu vas voir les news, tu te dis, bon, bah, je vais enregistrer, et puis, boum, il y a un autre truc qui tombe, un scandale pas possible, et tu dis, allez, on est reparti pour. Ça s'arrête jamais. D'où l'idée pour moi, par rapport à pas mal d'émissions, de sortir plus tard dans la semaine. Parce que ça me permet d'avoir les rankings qui changent, d'avoir certaines déclarations, certaines annonces de combat, pas mal de trucs le combat beaucoup plus maturé pour moi, l'événement beaucoup plus maturé que si je sortais, tu vois, le dimanche ou le lundi. Déjà, j'aurais pas le temps de toute façon de tout faire. Mais du coup, j'ai pris ce rythme-là un peu plus tardif. Eh ben, super, Eric. Ton actualité, tous tes réseaux seront en description de la vidéo, le podcast de Fréquence MMA, tes projets là sur le court terme, Alors, dis-nous tout un peu. bah, les projets, toujours dans la partie, bah, moi j'essaie toujours de bosser, de faire ma bosse en partie acting, hein. Donc du coup, j'essaie de maintenant beaucoup plus la déporter du côté anglo-saxon, donc du côté, parce qu'ici c'est la partie américaine à Vancouver, donc c'est un peu un, un départ, un nouveau départ, quoi, tu vois, par rapport à la France. Mais l'année dernière, j'étais revenu en France pour une pièce de théâtre, je peux revenir en France pour bosser, quoi, tu vois, ça c'est pas un problème. Donc ça, c'est pour cette partie-là. L'autre partie qui est bah, Fréquence MMA, bah, il y aura toujours en contenu régulier, on va dire qu'on est sur du podcast. J'essaye de sortir un contenu par semaine, un podcast audio, purement audio. Donc iTunes, Spotify, Deezer, même le site Fréquence MMA, il est disponible dessus, Google Podcast, etc. Et un contenu une fois sur deux, live. Alors soit en mode libre antenne, dans lequel tu étais déjà venu en plus. Ouais, 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 je m'en rappelle. Ouais. Un Dans soir lequel très tu étais déjà tard. venu. Ouais, Voilà. ouais. Donc, dans lequel où tout le monde il y a un lien, tout le monde peut venir, même éventuellement me démonter s'ils veulent. Sauf que, bon, à partir du moment où il y a des insultes, tu sais, je m'embête plus. Tu sais, Adrien m'a toujours dit, ouais, les haters, c'est bon, mais moi, généralement, je les bloque, quoi. Tu vois, quand il y a trop de haine, ça ne m'intéresse pas.
et ça ne me fait pas gagner un centime de plus, quoi, tu vois. Le contenu en live, donc avec, je pense, le prochain invité, ça sera Jess Liodin, ancien combattant UFC Super. et comédien. Donc, du coup, là, Ouais. pour le coup, Ça va être ça va vraiment intéressant. Ouais. être Ah ouais, grave. Sinoche combat. Ça va être vraiment fun. Et puis, ancienne génération, pour le coup, donc ça va être Ouais. assez cool. Vétéran. Ça c'est dans les prévisions du prochain invité. Et puis, après, donc ça c'est pour et toujours le Discord, bon, qui est un Discord fermé. Je le précise parce que on me dit bah, comment on y accède. Il faut venir me demander en MP. En gros, je filtre. Aujourd'hui, il y a une communauté qui est très soudée. J'ai juste kické 2-3 Zanbaté. Voilà, mais voilà, il n'y a pas d'insultes sur Discord. C'est pas un genre forum fou YouTube où les mecs s'arrachent la gueule. On peut ne pas être d'accord, mais la règle de base, c'est respect. Et voilà, et on est entre nous et c'est assez sympa. Et sur lequel je propose d'ailleurs certains lives, voilà, donc en particulier, tu vois, le lundi et tout dessus. Et après, bah, l'autre partie, j'imagine, c'est la partie préparation mentale. La prochaine échéance, c'est Morgan Charrière, qui va partir là aux États-Unis s'entraîner en Californie, donc qui part demain. Head coach Johnny Frachet, mais qui reste à Paris, mais travaille aussi à distance, tout ça, machin. Et le combat fin avril à Dublin. Donc ça, c'est la prochaine échéance pour Morgan. Taylor, on attend un combat, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, Impatient. voilà, Talia Sombé du karaté vient juste de sortir première sélection en senior karaté, médaille de bronze par équipe, donc ça c'était super. Jawad Belmedi en boxe, bah là on sort d'une grosse victoire par KO au premier round et là on attend la signature du prochain combat. Donc voilà, et puis des discussions possibles avec d'autres athlètes. On va dire que moi, je me suis fixé aussi un objectif dans la vie, si j'en ai pas forcément avec Fréquence MMA, en tout cas dans cette profession-là. Je sais que j'aimerais bien en France de toujours le dire, mais d'essayer à terme, dans les 3 prochaines années, d'être un des meilleurs au monde dans ce que je fais, quoi, tout simplement. Voilà. Eh Donc ben, de se donner en les tout, moyens de se donner les moyens de bien l'être. sûr. Voilà, voilà, tout simplement. En tout cas, je te le souhaite. C'est gentil. Eric, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Chez After Fight, en chaque fin d'interview, il y a le five. Ah oui, ah oui. Et d'ailleurs, je te raconte à mon tour une anecdote. C'est le five, il a été copié. Je le dis ouvertement sur les Instacalls en fin de. Je sais pas si tu l'avais remarqué ou pas. Ah, Ou écoute, pas. j'ai écouté ce que tu avais fait. J'ai vu, Je je me veux. dis, bah, c'est marrant, ça me fait penser à la fameuse Insta-view d'Andrea à la fin. C'était Et voilà, donc vraiment, je tire mon chapeau et je me suis inspiré de ça pour mon média. De toute façon, je l'ai dit, moi, je le cache pas, beaucoup moins inspiré et, ça fait euh, et plaisir. au contraire. Voilà, donc là, c'est un honneur de te le faire à toi, tu vois. Vas-y. Moi, je t'ai prévu des petites questions, je t'ai pas dit pâtérie, tout ça, moi, hein. Il y a pas trop, il y a un Ouais, peu de vas-y, bouffe. vas-y, vas-y. Allez, C'est... UFC ou Pride? Ah, putain. Ah, là, c'est dur. Là, t'es super Eh dur. ouais, mais t'es un ancien, j'étais obligé. Ah, là, t'es T'es un super. ancien, t'es un ancien qui est jeune, tu vois, donc je me Ah ouais, suis ouais, non, dit, mais là, tu démarres avec la fameuse phrase où quelqu'un va dire U-Pride, que tu vois. Je vais dire tout simplement, le premier truc que j'ai vu, c'est l'UFC. Et c'est ce qui m'a marqué en premier, donc l'UFC. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour infini pour le Pride et probablement un de mes plus grands regrets, c'est de n'avoir jamais vu un événement Pride en live, un de mes combattants préférés étant Fedor. Donc, ouais, là, c'est dur, mais par rapport à l'ancienneté, la première révélation, c'est UFC. Donc, on va dire UFC. Voilà. Adesanya ou Pereira pour le combat revanche? Un petit pronostic. Ah, petit pronostic. Écoute, comme on a parlé pas mal de préparation mentale, pour moi, c'est un combat qui se situe essentiellement dans la tête. Je pense pas on aura peut-être un boulot de Pereira en plus, tu vois. Il aura travaillé certainement encore plus la lutte, des choses comme ça, mais on va pas avoir une révélation à faire attention au low kick et au crochet gauche, quoi. En gros, Adesanya, pour moi, est le meilleur combattant intrinsèquement parlant. Il l'avait quasiment prouvé dans le premier combat. Il a à un moment, en effet, été touché à la jambe, mais il avait, je ne sais pas si tu te souviens, cette fâcheuse tendance à se coller dos à la cage et à accepter le défi qui était pour moi suicidaire. Donc,
Je sais pas comment il a récupéré tout ça. J'y vais vraiment comme je suis ni fan, ni gros fan de l'un, ni gros fan de l'autre. J'ai envie de te dire, ah putain, c'est difficile parce que vraiment, si la tête n'est pas à l'endroit, je pense que Pereira va achever difficilement sa legacy. Mais allez, un Adesanya 2.0, enfin de renouveler. Et puis allez, on va mettre une piécette dessus. Mais alors je te dis franchement que celui-là, je vais le regarder. Je crois même, de temps en temps, je m'amuse à mettre un petit pari par-ci par-là. Là, je ne vais pas mettre un billet parce que vraiment, je ne sais pas dans quel état d'esprit, comment c'est nettoyé. Là, pour le coup, dont on parlait tout à l'heure, ça peut être très très chaud pour lui. Mais et mentalement, la confiance est du côté du Brésilien, hein. Lui, par contre, et ce qui est terrible, il est champion, mais limite, tu as envie de te dire, c'est lui qui n'a rien à perdre sur ce combat-là. C'est ça qui est fou, hein. Il perd sa ceinture, on aura peut-être une belle. Et puis, il perd sa ceinture. Le mec aura déjà créé cet exploit et il aura été champion de l'UFC. Il aura battu dans le domaine d'Adesanya à un moment où il avait pris de l'avance. Adesanya, il l'aura encore battu là-dedans. Donc, il perd. Tout le monde dira bon, bah, finalement, c'était peut-être une logique. Le mec a rien à perdre alors qu'il est champion. Je trouve ça fascinant. Donc, voilà. Série ou film? Un film. Un petit film d'ailleurs, dernier que tu as vu en date ou Un dernier que j'ai vu en date qui t'a où j'ai marqué? vu. Qui m'a marqué, non. J'ai vu Creed 3 en France. Définitivement le moins bon des Creed Ouais. pour moi. Et puis, Ouais. de toute façon, les Creed, de toute façon, en dessous de Rocky, déjà à la base, je suis un gros fan de Rocky, hein. Donc Ok. vraiment, Rocky, c'est un peu ma life. Donc on va dire que le dernier que j'ai vu en date là, et puis le prochain que je vais aller voir cette semaine ou semaine prochaine, un petit John Wick pour aller bien me vider le cerveau avec 2h50 de baston, un contre 100 000. Voilà. Ouais. En plus, il a déclaré qu'il s'était entraîné un peu en jiu-jitsu brésilien, Ah oui, judo. ah oui, oui, Ouais. ah oui. Gros training, gros training. Ouais. À l'époque, déjà, Kung Fu pour Matrix et tout ça, donc le mec, Ouais. non, non, je kiffe. iPhone ou Samsung? iPhone. Ok. Et ton repas préféré? Ouh. Ouais. Alors, tu sais, ici, je vais pas te citer de la bouffe canadienne, parce que tout le monde va dire, au Canada, la poutine. Bon, bah, déjà, moi, je suis pas du bon côté pour la poutine. Donc, j'aime beaucoup de. Bah, moi, j'ai ma compagne qui est chinoise. Je pourrais te sortir une tonne de plats parce qu'elle Ouais. cuisine super bien. Donc, la vraie cuisine chinoise, hein, pas la cuisine chinoise de certains restos à Paris, quoi, tu vois, pas ce genre de truc-là. Donc, la vraie, vraie, vraie. Mais tiens, parce que j'en ai pas mangé depuis longtemps et c'est pas un grand plat à cuisiner, mais si tu fais bien les sauces, c'est délicieux. Et je m'en suis pas encore fait une de l'année, une bonne fondue bourguignonne. Voilà. Ok. Et je fais des sauces maison et une bonne viande, fondue bourguignonne, voilà. C'est pas mais parce que j'en ai pas encore fait de l'année. Et c'est vraiment un de mes moments ici à Vancouver que j'aime bien, avec mon petit stick voilà, petit truc de viande. Super. Eric, encore merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi, d'écouter toutes tes anecdotes. Je réinvite les gens à aller écouter Fréquence MMA. Voilà, tout est en description. Et puis, je te souhaite le meilleur pour tes futurs projets, que ce soit dans la comédie, dans la préparation mentale ou dans ton podcast. Voilà. Et Bah écoute, je te laisse le mot de la fin pour clôturer bah, le mot de l'interview. la fin, il va être assez simple. Je te remercie déjà de l'invitation parce que bah, finalement, t'es le premier, je crois que je fais, tout simplement. Ok. Donc déjà, merci à toi pour ça. Bon, tu le savais, je t'avais prévenu à l'avance. Les gens qui me découvrent au travers de toi vont certainement dire putain, il parle trop. Les gens qui me connaissent savent que je parle beaucoup. Donc voilà. Donc, non, merci vraiment à toi pour l'invitation. On s'était déjà parlé et donc c'était un plaisir que de venir, que d'être invité. On aurait dû le faire en plus déjà avant. Ah, j'ai eu un problème de perte de chicot, voyage en France, etc. Mais je t'avais toujours promis que on arrivera à le faire. Et je sais que de ton côté, tu avais vraiment envie, mais je te le dis, j'avais vraiment aussi envie de le faire de mon côté.
Donc, Voilà, comme ça, super. je suis ravi qu'on ait pu faire ça. Je ne sais pas combien de temps on a fait d'ailleurs. On a fait plus d'1h40, donc Et ben voilà. voilà. Et je Donc, pense que le plaisir a été mieux. J'espère que les gens apprécieront autant que nous, on a apprécié en cet tout cas, moi, échange. j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux, quand il y a les libres antennes, de passer, donner ton avis sur différents fights. En tout cas, merci encore infiniment. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Je sais que ça prend de plus en plus son essor. Le fait aussi que tu aies ce petit rendez-vous avec Guillaume Pelletier et tout, voilà, qui est quand même quelqu'un d'assez connu dans le MMA français. Bien sûr. Donc c'est plutôt chouette pour toi d'avoir tout ça. Et puis ouais, je vois que ça monte de plus en plus. Donc je te souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Accroche-toi parce que c'est long, voilà, c'est tout. Et puis continue d'être passionné. Et voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.